Et oui, je voulais rebondir sur ça, c'est que moi en ce moment je suis enfin en train de découvrir les Gumball et je suis en train de me binger toutes les saisons. Et en fait, je n'arrête pas de réfléchir, genre, mais c'est tellement malin, mais c'est tellement une bonne idée. Mais ils ont fait de la réussite, ça se voit pas. Ils ont fait un épisode hyper économique et après ils en font un où c'est hyper budget dans tous les sens et tout. Et moi j'en peux plus quoi, j'arrête pas de regarder. Mais est-ce que tu aurais eu cette réflexion-là si tu avais vu Gumball avant de faire les culottés? Je pense oui, parce que je me posais déjà cette problématique-là. Et puis je suis D'accord. fan d'animation, donc t'as tendance à regarder. Mm. Mais maintenant je vois ça en termes de planning. C'est ça. C'est En quoi les termes de quotas? production, Quel est leur secret? c'est ça. Alors, j'aimerais Ok. poser. Alors, c'est une dernière question, comme ça après on Ouais. développe la suite du podcast. Alors, c'est Django qui avait posé cette question. On met du temps à s'en remettre de gérer une prod. Une fois que c'est fini, on peut en enchaîner? Bah, ça faisait partie un peu de notre conclusion, mais Ah, ok, Ah. c'est pas grave. Django, désolé. Voilà. non, non, mais on peut en parler. C'est juste que oui, de toute façon, on en a un peu parlé. Psychologiquement, c'est difficile, c'est intense, c'est fatigant, il y a du stress et même des fois, ben, peut-être de la rancune pour certaines personnes. Donc, comment ça se passe quand on termine la prod, on souffle et j'ai un ami qui m'a dit tout récemment, quand je lui ai dit que j'étais en train de refaire un court-métrage, enfin, je suis pas encore très décidée, mais j'ai fait une animatique pour l'instant. Je lui ai envoyé et il m'a dit, je sais pas comment tu fais, parce que je lui ai raconté un peu tout ce qui s'est passé sur le rêve de Sam et que c'était très éprouvant pour moi. Et il m'a dit, je sais pas comment tu fais, parce que moi, après ma première réalisation, le dernier court-métrage qu'il avait fait, j'ai été soignée. Et maintenant, il veut plus faire de films. Et c'est vrai que moi, personnellement, après le rêve de Sam, j'ai dit à ma productrice et j'ai dit à tout le monde, j'arrête, c'est fini, j'ai pas les épaules pour ça, je peux pas. Ça a eu un impact tellement fort sur ma santé mentale, mais aussi ma santé physique, parce que mine de rien, sur les 2 ans, en fait, j'ai tellement stressé que j'avais du mal à manger et que en 2 ans, j'ai perdu 10 kilos. Et j'ai commencé à. Je perdais mes cheveux en poignée, là ça va beaucoup mieux, mais c'était vraiment tellement éprouvant et je faisais des crises d'angoisse aussi quand je recevais des emails. Et c'était tellement éprouvant que, ouais, moi à un moment donné, je me suis dit stop, j'arrête quoi. Donc comment est-ce qu'on fait pour se remettre Je sais pas. Et ça revient, peut-être l'envie de faire des films, ça revient petit à petit. Mais ça prend vraiment du temps à se remettre d'une sorte. C'est un trauma, quoi, de ce trauma-là. Qui est-ce Je qui sais pas comment commence? ça s'est passé pour vous. Ouais, c'est Ah, l'après. c'est super compliqué. En fait, le truc, c'est que moi, je pense que tu prends de l'expérience, en fait. Je pense que ce que tu vis sur une première réal, c'est violent, en fait. Ça peut être que violent parce qu'en fait, surtout quand nous, on devait gérer, par exemple, une grosse équipe et tout. Maï, elle avait Ouais. déjà fait un film. Moi, j'avais déjà fait des films, mais c'était pas du tout la même échelle. En fait, parce que t'es que mis face à ce qui va pas. En fait, quand t'es réal, on vient que te voir pour les problèmes parce que tu dois gérer des solutions et tout. Je pense que ce qui a été assez heureux, nous, c'est notre fin de prod. On était épuisés, on a eu aussi des gros moments difficiles, physiques, psychologiques et tout. Mais des gens aussi sur notre prod, ça a été super dur. Il y a eu plein de gens pour qui ça a été hyper violent aussi. Et on en est désolé parce qu'en fait, ça arrive à tous les niveaux, à tous les postes, c'est pas que les réals. Et en fait, le dernier jour de la prod, ça a été l'avant-première officielle de la BD d'Angoulême. Et on a fait une méga projection avec tout le monde sur scène. On a fait une fête après. Et en fait, j'ai l'impression que c'est con, mais moi, c'est un espèce de balayer. En fait, j'étais tellement fatiguée. Mais en fait, il y a eu un truc où on a eu un super beau moment d'équipe. Ouais. Et en fait, mais on n'en pouvait plus. Hein. Enfin, moi, j'ai eu un truc. Moi, je sais qu'il y a eu les derniers jours, fallait checker des images d'envoi et tout. Et moi, j'ai dit à Claire et Hugo, je peux pas venir un jour de plus, en fait. Là, il fallait checker des fichiers, des trucs. Il n'y avait pas besoin que ce soit spécifiquement moi qui le fasse, ils pouvaient le faire à ma place. Et je leur ai dit, là, je peux pas venir demain, j'en peux plus. Et j'ai eu pareil, moi, sur mon premier, quand j'ai fait en sortant de l'école. J'avais enchaîné avec ma prod de court-métrage de la Poudrière qui avait été assez difficile aussi. Ça avait été compliqué, mon déménagement de Valence et tout. Et j'avais eu genre 15 jours de vacances et j'ai enchaîné là-dessus. J'étais hyper stressée. Et le dernier jour, j'ai pas pu physiquement aller au studio non plus. J'étais tellement fatiguée. Et c'est marrant parce que c'était avec le monteur à qui on a rebossé sur Culotté. Parce que ça s'était super bien passé. Et il m'a appelé en me disant, Charlotte, il y a 2 plans qui ont merdé à l'export. Faut que tu viennes les Oh là ressortir. là. Et c'est quelqu'un qui m'a emmené en voiture. Je pouvais pas y aller, quoi. Et je suis vraiment... Tu sais, je me suis mise sur mon ordi et puis j'ai fait mon export. Et puis j'ai Oh donné là le là là là. plan. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, l'air de rien, quand t'es réel, tu dois être là jusqu'au bout.
parce que toi, soit t'es le seul à savoir où est le fichier, où est-ce qu'est l'info, et tout ça. Donc t'es un peu le dernier qui doit être là, sauf que en fait, l'air de rien, à la fin, t'es un peu en mode automatique aussi. Hein. T'es un peu dans les trucs où tu checkes les trucs super vite. En plus, souvent, il y a moins de monde à gérer. En fait, les fins de prod, t'es fatigué, mais les gens partent au fur et à mesure, donc t'as aussi beaucoup moins de choses à checker. Donc, c'est un peu bénéfique. Moi, je me souviendrai toujours de Haruna qui a réalisé Miru Miru à Folle Image, qui avait hurlé à la fin de sa prod. Elle avait plus qu'elle et sa chargée de prod dans la salle. On était sur Ariol, on avait tous commencé. Et en fait, c'est libérateur aussi parce que. Ouais. Content. Mais ouais, c'est violent. Enfin, en fait, c'est aussi le gros problème. Après, je donnerai la parole à Maï. C'est qu'on n'apprend pas à manager, en fait, en animation. On se retrouve à manager, superviser des gens. On n'a aucune formation de gestion de personnel. Justement, donc on peut faire des grosses erreurs pour nous-mêmes et pour les autres, en fait. Je pensais qu'à la Poudrière, on vous apprenait justement cette partie du métier. Ouais, mais t'apprends pas à gérer une équipe de 30 personnes. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est des trucs où c'est en fonction des gens, en fonction du budget, en fonction des quotas. T'as des mises en situation, mais pas à cette échelle-là. Et puis surtout, on est en tant que graphiste, j'ai l'impression, c'est quand même enfin, faire du dessin, c'est quand même un truc que tu fais dans ton coin, seul ou devant ton écran, et la plupart du temps, tu passes quand même beaucoup de temps seul et un peu introverti dans ton coin à faire tes dessins, et d'un seul coup, tu dois parler aux gens, leur donner des directives. Ouais, c'est hyper compliqué. Et je me souviens d'un truc aussi, c'est que en plein milieu de la prod, enfin pas au milieu, un peu avant le milieu, à MacGuff, ils avaient besoin de storyboarder, et donc moi j'ai demandé à ma productrice, est-ce que je peux prendre un petit break sur le film pour aller aider à MacGuff. J'ai pris 1 mois. Et je suis passée de plein de problèmes de prod, de budget, de gérer des gens, etc., à juste employé de bureau, storyboarder. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que d'un seul coup, en fait, tout le truc de la prod n'était plus du tout sur mes épaules. J'avais juste à m'amuser sur le board, répondre un peu à ce que voulait le réalisateur. Mais j'avais plus du tout, en fait, la pression de réussir un film. C'est des questions qui n'étaient plus d'ordre. Enfin, c'était pas à moi de gérer tout ça. C'était au réalisateur du film. Mais ça que tu vois et tu sais. C'est un peu toi-même, tu sais. C'est ça. Moi, d'ailleurs, avec ma copine qui est intervenue tout à l'heure, on veut lancer la Ligue des réalisateurs anonymes. On va pouvoir parler de tout ça parce qu'en fait, quand tu parles avec n'importe quel réal de série, moi j'ai eu un moment, on était au Mille Awards pour une série et il y avait d'autres réals que je connaissais qui étaient là justement pour l'occasion. Et en fait, on vivait tous les mêmes trucs. Mais c'est clair, c'est ça. Il faut parler de ça. Il faut qu'on en parle. Mais si tu le fais, je veux bien faire partie. Et moi, à la fin après de la Ligue des justiciers, mais un peu nul, tu vois. On mange des gâteaux et on fait genre ah c'est nul, ouais. Mais on va y arriver, ouais, ça va être vachement bien. C'est ça. Mais à la fin, moi, j'ai parlé de mes problèmes à des copains et il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est marrant, on m'a déjà raconté ça, ils m'ont mis en contact avec d'autres personnes qui avaient vécu les mêmes trucs que moi et ça m'a fait un bien fou, non seulement de ça, mais aussi donc de lire la BD de Laurel et de voir à quel point ça a été compliqué. Donc c'est Californide. Et ça m'a aidé de voir que j'étais pas toute seule, alors que pendant 1 an, 2 ans, t'es tout seul sur ton truc, ou à 2, mais c'est quand même difficile. Et quand tu en parles avec les gens, c'est un côté libérateur d'en parler, mais aussi de savoir que t'es pas la seule dans ce cas-là. Enfin, je sais pas, du coup, ça s'est passé comment pour toi, Maï? Moi, en fait, sur mon court-métrage, ça a été hyper dur, en fait, parce qu'on avait un budget de court-métrage, et à la fin, j'ai fini tout seul à... Enfin, en fait, j'avais une partie de peinture qui était dans mon film, et du coup, j'étais toute seule à peindre chaque feuille, genre 200 images, je crois. Et c'était un peu le même problème. Enfin, c'était vraiment la peinture, quoi. Et du coup, ça a été long, mais au final, enfin, en fait, il y avait ce truc-là où j'étais avec des amis et tout, qui voulaient bien aider et qui venaient donner des coups de main des fois. Enfin, et du coup, ça, c'était quand même vachement chouette, en fait, de leur part, en fait, de vouloir revenir, me filer des coups de main et tout, et ça, c'était trop cool. Sur Culotté, c'est encore différent, j'ai l'impression que c'était plus une sorte de marathon par rapport à mon court-métrage, où là, je me disais, ah non, faut... Enfin, en fait, c'est comme si tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est un marathon, faut s'y préparer un petit peu, sinon, en fait, tu vas juste claquer, en fait, en cours de route. Et ce qui était pas mal au final, c'est que le fait que moi je sois rentrée en fait tous les week-ends à Paris, ça faisait aussi partie de
de ma fatigue en fait, parce qu'en fait du coup moi je rentrais le soir, vendredi soir, je reprenais le train d'Angoulême pour rentrer à Paris. Ouais. Du coup j'arrivais à Paris à 23h. J'étais claquée en fait le vendredi soir et le lundi matin je partais, soit je prenais le train de 5h, soit le train de 8h. Du coup en fait ça faisait que je dormais pas beaucoup en fait. Je me souviens que tu bossais dans le train aussi souvent. Ouais. Tu regardais, tu checkais des trucs et tout. Je faisais un peu des checks. Des fois, j'avais installé Discord aussi sur mon téléphone au cas où en fait les gens avaient des problèmes. En fait, je pouvais leur répondre dans le train le lundi matin. Parce qu'en fait, lundi, les gens arrivent et moi, j'arrive souvent vers 11h. Donc, c'est un peu 2 heures après que les gens démarrent. Donc, des fois, il y a ce petit moment-là de creux en fait, qui est assez compliqué à gérer. Mais en fait, ça me faisait quand même une coupure parce que du coup, quand je rentrais, je faisais plus rien d'autre. Enfin, j'étais vraiment en mode bon bah ça c'est mon week-end. Je réfléchissais plus à culotter. Il faut une coupure. Je faisais ma coupure quoi. Donc c'était pas si mal en fait d'avoir cette coupure là. Enfin, je pense que c'est important d'ailleurs que justement quand tu es sur une prod de série, d'aménager un peu ton temps aussi. Et puis l'activité physique en fait tout simplement. Enfin, du coup je me suis acheté un vélo pour monter pour monter la côte d'Angoulême. Oh là là. Ah c'est génial Angoulême pour ça. Le vélo était juste vers la rue de Bordeaux là, rue des Bordeaux. Mais t'y arrivais en vélo? T'arrivais à monter la côte? Ouais, bah du coup je me suis acheté un vélo pliable et du coup je faisais le trajet en fait entre la gare et le studio chez moi. Et puis après, je rentrais à Paris, je reprenais mon vélo et je rentrais à la maison comme ça à vélo. Ah waouh. Et c'était pile avant les grèves et tout, et du coup j'avais bien optimisé cet achat. Ouais, c'est clair. Je faisais aussi toute la traversée de Paris pour aller au studio son. En fait, c'était en pleine grève, donc il n'y avait pas métro et tout, donc voilà, c'était bien. Non, mais je pense que c'est un peu blague, mais en fait, je pense que c'est important en fait de se garder une bonne santé en fait quand tu et le sport ça aide à évacuer, je trouve. Et je pense que si t'es pas sportif, moi je sais qu'à un moment j'avais fait de la sophro aussi. C'est juste des trucs de respiration, tous les trucs genre le yoga et tout ça. C'est tout con, mais en fait tu t'emmagasines trop de tension physique en fait. Donc c'est ça. un truc parce que c'est hyper sédentaire notre taf en plus quoi. Ouais, mais c'est ça. Moi je me suis mise à vraiment courir. Je courais déjà un petit peu avant, mais la course à pied ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et comme on disait dans le premier podcast, la méditation aussi ça aide et il faut faire attention à avoir un bon sommeil et une bonne alimentation. Mais en fait, je pense que c'est un truc aussi, c'est que l'air de rien, une grosse partie de notre taf c'est de la créativité. Quand bien même tu es dans un taf un peu alimentaire ou je sais pas quoi, en fait tu dois quand même créer des choses et c'est pas anodin et on n'est pas des robots quoi. Et en fait si t'as pas... Genre par exemple moi là j'ai recommencé à bosser pendant le confinement, ça a été hyper dur quoi, de me remettre sur un truc nouveau, à faire du board et tout, alors que tu peux pas aller dehors, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller voir tes potes, te sortir de ce que tu fais. C'est vrai que c'est dur. Du coup par rapport à vos projets, est-ce que on peut parler des crises et des problèmes qu'il y a eu durant la production? Est-ce que donc il y a toujours des crises, des problèmes, des choses comme ça. Moi je sais que par exemple sur Le Rêve de Sam, on avait à peu près tous les 6 mois, on se prenait la tête avec ma productrice sur des trucs et des fois c'était même pas des trucs, c'était même pas des engueulades, c'était juste on trouvait personne. À un moment donné, on avait besoin d'animateurs et c'était une période de plein emploi pour les animateurs 2D. Et on trouvait personne et on commençait à stresser parce que tout le monde était occupé ou alors, comme on n'avait pas un gros budget, on pouvait pas non plus se permettre de payer des gros salaires. Donc il y a certaines personnes, on s'est dit bah non, on peut pas les prendre parce que ils sont trop chers. Donc ça faisait partie des problèmes à régler et puis ça nous a fait prendre du retard. Le retard aussi, c'était un truc qui a été source de stress pendant le film, quoi. Du coup, tout ça, ça a engendré certains conflits et puis du stress, de la fatigue, tout ça, quoi. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça aussi sur vos productions? Quel genre de problème il y a eu? Moi, je sais que j'ai eu pas mal de soucis au début sur le développement parce que comme le fait que je sois pas arrivée réelle, en fait, je me sentais pas légitime et
en fait, j'avais pas confiance en mes idées et mes propositions, en fait. Genre, si on me disait non, ou si mon idée était moyenne parce que j'avais pas eu le temps d'assez la développer, en fait. Je me sentais pas assez en confiance pour la défendre. Et ça, c'était super dur, moi, de trouver ma place, parce que du coup, on faisait beaucoup de discussions avec les productrices aussi, et qui avaient été hyper présentes sur l'écriture, et moi, c'était pas mon cas, je suis arrivée après. Et du coup, t'as l'impression que, comme on parlait tout à l'heure des scénarios, des choses plus ou moins figées ou pas, de se dire à quel moment tu dis ok, là vraiment je sens qu'il y a vraiment un souci et que c'est pas tant au bord, mais tu sens qu'après t'arriveras pas à te dépatouiller de ce truc, parce que déjà là t'as l'impression que t'arrives pas à te projeter dans une scène ou une séquence ou un personnage. Donc moi je sais que j'ai eu ça, et après on pourra peut-être en parler après, mais souvent on a eu des crises liées à des trucs où ça coince au niveau du planning, de trucs qu'on demande à des gens qui sont pas possibles, et en fait c'est à quel moment tu réagis en fait. En fait, est-ce que tu réagis parce que quelqu'un râle? Est-ce que tu réagis parce que toi tu le vois? Est-ce que tu le réagis parce que tu vois sur le planning que ça rentre pas? Est-ce que tu te dis à un moment donné, ça va peut-être passer? Non, par Franchement, exemple, à chaque fois les trucs qu'on a fait à la va-vite, à un moment, genre même renommer un fichier, créer une scène ou avoir une mauvaise méthode, ça nous est toujours revenu dans la tronche en fait. Ouais. Tout ce qu'on a essayé de faire vite fait en général. Tiens, une mauvaise nomenclature, et bah après t'as un plugin, et bah il y a genre la moitié des épisodes que t'as pas fait dans la bonne nomenclature, bah il y a rien qui marche. Par exemple, Ouais. chose toute bête, mais genre, on a changé la nomenclature en fait des fichiers en fait de nos exports en fait en cours de production, parce qu'en fait comme c'était pas rangé en fait par ordre de date, en fait tu mets souvent la date, vraiment c'est un truc tout con, tu mets la date d'abord et après tu mets le nom de l'épisode et tout, etc., pour qu'en fait la dernière version soit toujours en fait genre la première version qui apparaît en fait dans ton dossier. Et ça, en fait, on l'avait pas fait, et ça a posé de problème parce que, par exemple, Julien, qui est notre assistant réel, il venait juste 3 jours pour bosser en fait sur la prod, et des fois, en fait, il faisait des choses un peu dans l'urgence parce que justement, il fallait aller vite et tout ça, et il avait que 3 jours à Angoulême, et des fois, en fait, il partait sur une mauvaise version en fait de l'animatique. Ah purée. Et du coup, en fait, tu te dis merde, mais pourquoi c'est Donc il avait fait tout tous les timings sur une mauvaise version, par exemple. et du coup, c'est du boulot qui était, du temps perdu pour tout le monde, tu vois. Et en fait, il faut le refaire sur la dernière version. C'était un truc un peu à la chaîne comme ça, donc si le point de départ est faussé, en fait, tu vas te retrouver avec un domino, d'erreurs en fait qui va s'enchaîner. Donc c'est toujours important en fait que les premières étapes soient hyper bien carrées. Sur une série, hein, après peut-être sur les courts-métrages, on peut se permettre d'être plus souple. Mais en tout cas, pour une production un peu plus industrielle, en fait, faut réfléchir tout ça en amont, quoi. Et pareil aussi, on avait aussi l'exemple du post clean posing. En fait, on avait un post de clean posing sur Culotté qui était dans un premier temps géré par Mathilde Laillé. En fait, elle venait juste se cleaner le layout en fait des filles au layout, et sauf qu'en fait, elle avait genre 3 jours par épisode. Et genre sur 3 minutes, c'est impossible en fait de faire tous les dessins sur, je sais pas combien de dessins. C'était une pause par plan. Je crois qu'on était parti sur une pause clean par plan. Donc ça veut dire 40, si on a 40 dessins plus. Sur 3, voire plus quoi. Sur 3 jours à peine, tout cleané en fait bien comme il faut au crayon sur Flash Animate. Et c'était infaisable. Du coup, elle avait l'impression d'être en retard tout le temps, de ne pas faire bien son boulot. Elle démarrait, elle était hyper stressée, alors que c'est quelqu'un qui est super doué, qui est hyper rapide dans le dessin. Elle comprenait pas en fait comment ça se faisait que ça marchait pas, quoi. Et nous, on était hyper désolés aussi, quoi. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours eu un moment où il fallait arriver à une crise où ça. Un peu genre quelqu'un qui est au chômage technique, quoi. Genre on peut plus avancer, quoi. Ça marche plus. Où là en fait on a dû demander à la prod en fait de réfléchir à la pipeline en fait de production. Vas-y Charlotte, si tu veux. Oui, en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a supprimé ce poste. En fait, on l'avait fait parce qu'il y avait tellement de rhabillage et de personnages différents dans Culotté que c'était pas possible de demander aux animateurs de faire ce travail-là de design. Enfin, après, on s'est un peu réarrangé après pour que ce soit... Il y avait un peu de créa, mais c'était pas à ce point-là. Et en fait, du coup, Mathilde, on l'a mise en layout.
Parce qu'en fait, D'accord. le truc, c'est que c'était layout, clean posing, décor. Donc en fait, si ça coinçait au clean posing, ça coinçait au décor, le décor était pas fait, l'anime pouvait pas commencer. Enfin, et on a eu des trucs où c'est impossible dans des scènes flash. C'est pas comme Toon Boom où c'est dynamique. Tu te passes des fichiers flash en fait. Et donc en fait, c'était impossible après de. On a eu des erreurs en essayant de remettre des décors faits après que l'anime soit faite, ça marchait jamais. Et en fait, on a supprimé le poste, on a supprimé l'étape. Et on a renforcé l'équipe layout. Ouais, Et ouais. tu vois, c'est fou parce que quand on parlait par exemple de faire un superviseur en layout, on l'a fait alors que les filles, elles étaient que 2. Enfin, il y avait Mappy Demsan et Estelle Chaloupi. Et on avait déjà, à 2 personnes, besoin d'un référent. Parce qu'au début, elles devaient être chacune sur un épisode et en fait, on a préféré les mettre à 2 pour qu'elles puissent se soulager, de se partager l'épisode. Et en fait, ouais, c'était hyper dur pour Mathilde parce qu'en plus, bah, comme disait Maï, elle était super forte. Elle est passée chef layout après quand Mappy est partie faire son voyage au Japon. Et c'est trop dur, quoi, parce que tu mets les gens dans l'échec, en fait. T'as créé ce poste en pensant bien faire à long terme, et puis ben, ça commence, ça marche pas. Et en effet, c'est le moment où tu réagis. Mais des fois, ça peut vraiment faire du mal aux gens parce que tu mets trop de temps à réagir. Ouais, c'est toute une question de timing. Mais ouais. Il y a plein de choses comme ça qui se passent où j'ai l'impression que quand t'es pas réel, mais que t'es soit storyboarder ou animateur, bah, tu te poses pas forcément ces questions et tu les vois pas forcément, tous ces problèmes-là. Et même si tu en entends parler, tant que t'es pas dans le problème, tu te rends pas compte à quel point en fait le boulot de réal. Enfin moi pendant longtemps, quand j'étais à MacGuff, je voyais les réals un peu stressés, mais je comprenais pas forcément les enjeux de la production, quoi. Tout ça, c'est des trucs que tu apprends sur le tas et après. Et comme on a parlé un petit peu on a parlé un peu de la relation avec l'équipe de graphistes, animateurs, layout, etc. Il y a aussi le rapport en fait réalisateur et producteur que je trouve intéressant dans la prod. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Déjà, comment on trouve un producteur? Alors vous, c'est le producteur qui est venu vous chercher. Mais on me demande souvent comment est-ce qu'on trouve un producteur quand on veut faire un court-métrage. Alors peut-être que quand vous avez fait d'autres films à côté, comment trouver une production autour du film et tout. Et aussi, comment ça se passe, la relation réalisateur-producteur, dans le sens où c'est quand même... 2 postes à responsabilité, on va dire à peu près au même niveau hiérarchique, si je peux dire ça. Et ça va forcément amener des difficultés, quoi. Donc, comment ça se passe en général à ce moment-là? Mike, tu veux en parler pour le court-métrage, peut-être? Ouais, bah, du coup... Parce que pour le rêve de Sam, en tout cas, moi, c'était mon projet. Et c'est vrai que j'ai fait la démarche d'aller chercher un producteur. Et là, pour le coup, c'est merci Festival d'Annecy, parce que je sais pas comment font les gens. Je pense qu'ils vont démarcher des boîtes d'animation directement. Mais moi, comme je connaissais déjà Annecy et que je savais qu'il y avait des demandes de pitch de projet, ce genre de choses. Et puis surtout, on rencontre des gens comme ça des fois. Et alors, c'était marrant parce que en fait, juste avant d'aller à Annecy, j'en parlais avec un ami animateur de la relation producteur et je savais pas trop si ça allait être bien pour mon film de prendre un producteur. J'hésitais encore un peu et un ami m'a dit écoute, essaie de contacter Aurélien Prédal parce que lui, il a eu ce genre d'expérience et il pourra t'en parler. Et donc je me suis dit ok, bon bah je lui enverrai un mail. Je le connaissais pas à l'époque et je lui enverrai un mail plus tard, après Annecy. Et ce qui est marrant, c'est que à Annecy, j'étais au bar. Et je discute avec un type, et puis on parle de nos projets et tout, et il me dit, ouais, j'ai réalisé un film qui s'appelle Bats. Et je fais, ah, mais tu t'appelles Aurélien Prédal. Non, mais du coup, est-ce que le secret, c'est d'aller boire à Annecy? Ouais. Est-ce que D'aller au c'est Café des un peu Âmes. triste? Aller au Café des Âmes. Non, mais après, moi, j'ai rencontré aussi des gens dans la file d'attente, tu vois, ou des choses comme ça, ou même pendant un pique-nique. Il y a les pique-niques, les trucs Cartoon Network, Disney, etc. Ou même sur un pédalo, des fois, tu rencontres des gens. Et c'est vraiment un carrefour de l'animation, et c'est pas pour rien qu'ils appellent ça comme ça. Et du coup, c'est marrant, mais Aurélien, il m'a dit, donc on parlait de nos projets, et il m'a dit, bah, si tu veux, moi j'ai une amie qui veut se lancer dans la production, et je pense qu'elle pourrait être intéressée par ton projet. Donc il lui a donné mon numéro de téléphone, elle m'a appelé, le lendemain on s'est rencontrés derrière l'Impérial, on a discuté, et je lui ai montré des images de ce que je voulais faire, et en fait, ça l'a touché directement. Et j'avais eu des pitchs avec d'autres producteurs qui étaient intéressés aussi. Mais c'est quand j'ai vu sa réaction à elle,
où elle a vu les images et elle a fait « ça, c'est tes couleurs ?» Ok, c'est bon, je fais partie du truc. Et elle était tellement motivée que je me suis dit c'est ça qui me donne envie de... Et comme je disais tout à l'heure, en fait, quand moi j'avais un peu un coup bas, elle venait à la charge en disant il faut le faire et tout. Et quand elle avait un coup bas, je revenais en disant mais si, on va y arriver. Et en fait, c'est vraiment on va dire son amour pour l'animation qui m'a aussi motivée à continuer ce projet. Et les autres producteurs que j'ai rencontrés, ils me proposaient directement de l'argent. Genre, il y en a un qui m'a dit alors moi, je peux mettre 10 000 euros dedans. Et moi, j'avais aucune notion de ça. Et il m'a dit on va faire un planning, 3 mois, machin. J'avais aucune notion, mais maintenant que je me rends compte de ce que c'est, je suis contente de ne pas avoir fait avec lui. Et Barbara, ma productrice, Barbara Schwerer, elle m'a dit directement moi, je n'avais pas forcément de l'argent à te proposer maintenant, mais je peux monter des dossiers pour demander des aides financières. Et c'est ça qui s'est passé en fait pendant la première année où on s'est rencontrés. On n'avait pas commencé la production, mais pendant une année, moi je travaillais encore à Goff et en attendant, elle travaillait sur les dossiers, elle a réécrit un petit peu les trucs, les grandes lignes du scénario que j'avais fait. Et puis elle est allée démarcher partout pour trouver des aides. Et au bout d'un an à peu près, on a eu la première aide de 20 000 euros. C'était une aide de la Charente. D'ailleurs, c'est une bourse. On a gagné, on a eu le lauréat. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, c'était le point de départ de la production. À partir du moment où on a eu ça, on s'est dit, OK, on part en production. Et en fait, ce que je trouvais fou, c'est qu'avec ma productrice, au départ, on était vraiment sur la même longueur d'onde, on s'entend super bien, on s'entendait super bien à ce moment-là, et maintenant, on s'entend bien, mais pendant la production, comme je disais tout à l'heure, on a eu des crises et des grosses engueulades. Et je pense que c'est parce que, déjà, de par notre métier, on voit les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'elle voit beaucoup le planning, le budget, etc. Et moi, je voyais que la création et puis faire mon film, les personnages, etc. Et on s'était dit, on a nos parties, c'est-à-dire qu'elle me laissait la création. Et ça, c'était vraiment bien de sa part parce que je sais qu'il y a des producteurs qui me mettent vraiment le nez dans l'histoire et tout. Alors qu'elle, depuis le début, elle m'avait dit c'est ton film, et elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment porter les projets des réalisateurs. Donc ça, c'était hyper cool, et il y avait plein de trucs super bien qui sont passés, mais malgré ça, on avait quand même des points de vue différents sur certains trucs, ce qui a mené à des engueulades qui parfois ont duré jusqu'à la fin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces engueulades, on s'est dit ok, on met ça de côté. Et on continue, parce qu'il fallait, de toute façon, c'est le show must go on, quoi. Il fallait vraiment qu'on continue parce qu'on avait des deadlines. Et c'est ça qui a fait qu'on a continué, c'est de mettre un petit peu de côté les engueulades qu'on a eues, en essayant un petit peu de régler les trucs, mais facilement, quoi. Et c'est à la toute fin, en fait, où tout nous est revenu dans la tronche. Je crois qu'on était vraiment trop fatigués, trop stressés, c'était plus possible, nos nerfs, ils lâchaient. Et là, on a eu une vraie grosse engueulade qui a duré. On s'est dit, OK, il faut qu'on arrête de parler pour l'instant. Et c'était la mise en festival en plus du film, donc on ne bossait plus trop en collaboration tout le temps. Mais un producteur, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui tu vas être en collaboration. C'est comme une relation de couple un peu, où tu vas devoir travailler avec cette personne le temps de la production et faire avancer les choses malgré les soucis qu'il y a entre nous, quoi. Et là, il a fallu, je sais pas, plusieurs mois, quoi, avant qu'on puisse mettre les choses au clair et se dire ah, c'est bon, maintenant on peut avoir une relation correcte parce qu'on a fini de travailler ensemble. Ça, je trouve ça complètement dingue, quoi. Alors qu'on est quand même sur la même longueur d'onde par rapport à plein de trucs sur la vie et tout. Mais le fait de travailler comme ça et d'être aussi proche, alors je sais pas si c'est une bonne idée d'être toujours aussi proche de son producteur, par contre. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas eu trop cette relation-là de travail avec Papy 3D, en fait, quand j'étais sur chez moi. D'accord. Après, bon, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi selon chaque personnalité. Je crois que je suis pas trop là-dedans non plus. Je suis pas trop en mode à chercher, absolument en fait du réconfort de mon producteur. Et je faisais pas mal de choses dans mon coin. Et en fait, c'était important pour moi en fait d'avoir plus des avis artistiques en fait sur le film. En fait, qu'on me disait en fait clairement que là ça va pas. En fait, des fois, t'as le nez dedans et en fait, tu vois pas en fait le problème, quoi. Tu demandais à tes producteurs ?
Ouais, je demandais en fait, surtout à Jérémy, qui est lui aussi réel, donc en fait, je trouve qu'il a une bonne vision en plus du cinéma et c'était un bon parrain en fait sur le film. Il me donnait vachement de retours et tout, et c'était hyper important en fait d'avoir son avis sur mon film, quoi. Mhm. Et puis il était là aussi au montage, il me donnait son avis, enfin. Et après, il me laissait toujours en fait, avoir le dernier mot. Ça reste quand même mon film, tu vois, mais c'est important en fait. Le producteur, c'est quelqu'un aussi qui va t'accompagner artistiquement, c'est pas que financièrement, je trouve. Enfin, et en fait, souvent, j'ai l'impression d'entendre des copains qui font des projets de court-métrage et tout, en fait, où ils disent je dois faire tout moi-même, je dois écrire mon scénario. Enfin, j'ai zéro retour, je fais tous les trucs dans mon coin et je trouve que justement, c'est une mauvaise relation de producteur, quoi. Enfin, producteur-réalisateur, quoi. Parce que du coup, en fait, si t'as pas ce retour-là, ça veut dire que le dangereux. réal... Mais ça dépend des producteurs, non, parce que Jérémy, Oui, en l'occurrence, comme il est réel et tout, du coup, ça aide. Mais par exemple, quelqu'un qui admettons, a le regard complètement fixé sur de l'argent et le côté marketing et qui te propose justement des idées trop... Après, l'argent et le marketing dans le court-métrage, Oui, c'est ça. l'absence Non, mais je d'argent pense- et l'absence de marketing. Non, mais je pensais surtout à des longs métrages où, par exemple, Ouais, tu où, parlais plus des longs métrages américains, Oui, voilà. des choses comme ça. C'est pas du tout pareil, tu vois, un producteur de MacGuff ou un producteur comme nous, on a eu à Silex, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes envies, c'est pas les mêmes budgets. Par exemple, sur Culotté, en fait, Silex Film, elles ont un regard très très tranché en fait de ce qu'elles veulent. Donc ça, en fait, pour le coup, elles savent ce qu'elles veulent en fait sur la série, quoi. Donc, Mais c'est quelque leur part, en projet fait, d'adaptation aussi. Donc C'est elles elles sont qui ont mené décisionnaires tout le projet de du chaque... début, Enfin, si Et elles en sont fait, décisionnaires du move final, enfin, s'il y a un truc qui doit se dérouler, c'est elles qui décident, quoi. Oh, ça se dépend. discute. Ouais, Ça ça se se discute. discute. Hein. Mais effectivement, je pense que comme c'est un peu aussi elles qui nous ont un peu emmenés en fait sur le projet en tant que réal. Du coup, je pense qu'en fait quelque part, en fait, moi je me sens pas forcément légitime de me dire je veux que le truc soit comme ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est un projet de commande, quoi. Enfin, alors que si c'était mon court métrage, je pense que j'aurais pas du tout réagi de la même façon. J'aurais trop mal vécu en fait qu'on m'impose un style ou quoi. Et sur les courts-métrages de Ted, c'était comment ça se passait en fait? Il y avait des producteurs aussi? C'est hyper cool. En fait, non mais Ted c'est très très bizarre. Enfin, c'est vraiment un truc que je mets à part parce qu'en fait l'idée c'est que Ted, je sais plus combien ils produisent de vidéos par an pour YouTube. Donc ils produisent des vidéos, c'est ce qu'ils appellent des leçons. C'est entre 3 et 5 minutes d'anime. Et en fait, ils ont une enveloppe par film. Et l'idée, c'est qu'ils font travailler un spécialiste qui écrit la leçon. Mais d'ailleurs, je fais des trucs sur Instagram en ce moment là-dessus. Parce que je suis en train d'en faire un et je suis en train de raconter ce que je fais au fur et à mesure s'il y en a qui s'intéressent. Trop cool. Ouais. Mais pour dire simplement, en fait, du coup, c'est un spécialiste et un réal d'anime. Ou un studio d'anime ou plusieurs trucs. Donc en fait, l'idée, c'est que tu mets en image une leçon pour expliquer à des gens un principe qui est parfois complexe, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait... la leçon est déjà très claire en fait. Donc en fait, toi, ce que tu amènes dans l'image, et c'est eux qui produisent quand tu reçois le truc, tu reçois la voix off montée avec la leçon finie. Donc toi, ton boulot en tant que réal anime, c'est d'illustrer ça et d'amener du sens, parce que c'est en anglais. Par exemple, des mots anglais que les gens, tu te dis, vont peut-être pas comprendre ce que c'est ce mot, je vais essayer de l'illustrer pour qu'ils comprennent. Si c'est un verbe, c'est quoi l'action? Si c'est un nom, tu vas le dessiner de manière à ce que les gens comprennent le mot en fait que c'est. Et du coup, en fait, Ted... Et en même temps, tu peux pas être dans des problématiques trop compliquées, parce qu'en fait, le budget, c'est à peu près entre 3 et 5 000 $, qu'en euros, c'est un peu en dessous, en freelance. Donc en fait, si tu pars dans un truc où tu vas te poser 10 000 questions, tu peux pas te permettre artistiquement et créativement le boulot qu'on a pu se permettre de faire de réflexion sur Culotté. Parce qu'en fait, t'es ton propre gestionnaire. Et tout le temps que tu prends, tu perds de l'argent en fait. Ouais. Donc en fait, ils sont super cool parce que l'idée c'est que toi, tu amènes quelque chose. T'es un peu le truc en plus pour la leçon, t'aides à faire comprendre tout le principe. Et moi, je sais que je le fais plus comme un truc où j'essaye des choses, où je m'amuse. En général, c'est des trucs que je fais en 2-3 mois. Et moi, c'est un peu le truc que je fais entre deux projets. J'aime bien faire ça. D'accord. Mais c'est vraiment pas du tout la même portée. Ouais, c'est à part quoi. Et tout, voilà. C'est pas comparable, t'es tout seul.
tu fais ton truc, quoi. Mais du coup, c'est très cool parce qu'ils sont hyper demandeurs. Puis ils sont américains, donc c'est toujours très positif. Par exemple, non, mais c'est marrant parce que j'ai eu mes retours. J'ai eu mes retours sur ma vidéo cette semaine de la fille qui a écrit et c'est un sandwich de amazing avec tout ce qui va pas au milieu. Mais c'est ça. Après, on va pas changer tant de choses parce qu'en fait, elle aime bien. Mais genre, au début, c'est super bizarre quand t'es français, c'est pas du tout la manière de faire. Ouais, c'est ça. Mais j'ai regardé une youtubeuse qui parlait elle vit à Los Angeles, c'est une Française qui vit à Los Angeles. Et je regardais ça parce que je commençais à imaginer ma vie là-bas. Et je voulais avoir... Non, mais c'est juste qu'elle disait, c'est un peu ça, mais elle disait que l'un des chocs culturels qu'elle avait eu, c'était par rapport à la négation, et les Américains par rapport à la négation, et le fait qu'ils disent jamais non très clairement, alors que bon, en France, on apprend quand même à le faire, mais eux, ils disent jamais non, ils vont dire essayons autre chose. S'ils disent it's good, but let's try something else, ça veut dire qu'en fait c'est super nul, et qu'il va falloir tout changer, mais ils vont jamais te le dire, tu vois. Ils vont juste prendre le côté positif. Et ça, c'est cool parce que nous, en tant que Français, on n'a pas du tout l'habitude, donc ça nous fait du bien d'entendre amazing. Mais moi, d'un côté, j'ai un petit peu peur, du coup, de pas voir quand on me dit que ça va pas. Ouais. Toujours Mais du côté de la réalisation, est-ce que c'est pas justement intéressant de savoir comment ça se passe? Parce que tout à l'heure, vous parlez de stress, de moments de crise. Mais quand on voit par exemple des réalisatrices américaines ou anglaises d'ailleurs, parce que même les Anglaises se comportent à peu près pareil, je dirais presque, pas totalement. Ils ont toujours la pêche, ils sont là genre hey, salut tout le monde, hey, comment ça va? Alors vas-y, tu montres ils sont morts à l'intérieur. Mais ils sont morts. En fait, ils ont plus de cheveux. Mais ils gardent le sourire. C'est pas ils du gardent tout. toutes leurs dents. C'est marrant ce que tu disais, Nolwenn. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été hyper mal parce qu'on avait fait plusieurs animatiques et Priscilla les avait regardées, c'est ma productrice. Et elle m'a dit ça va pas du tout, il y a plein de trucs qui vont pas et tout. Et moi, j'étais en méga panique, ça allait pas du tout. Ouais. Et en fait, on les a regardées une par une. Et il y avait pas tant de choses que ça. Mais ça faisait un espèce d'ensemble général sur des transitions entre des plans ou sur des expressions sur le personnage ou des trucs qui en fait te faisaient sortir de l'épisode. Et du coup. En fait, il y avait une impression générale que ça allait pas, mais en fait, concrètement, moi, en temps de travail de retake, ça m'a pris une journée et demie, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc de facteur de stress, la manière dont tu communiques avec les gens, à fond. De dire, du coup, ça va pas du tout, mais parce qu'en fait, c'est pas fini. Ou alors, ça va pas du tout, on est complètement à côté, on rebosse ensemble. Après, je pense qu'au moins, l'avantage qu'on avait, c'est que du coup, elle prenait le temps aussi de s'asseoir avec nous et de regarder quand ça allait pas. Mais des fois, moi, je sais que c'était... Parce que moi-même, je suis très pessimiste et très dure avec moi-même. Et du coup, quand on me conforte dans ce truc-là, c'est pas ce qui m'aide forcément. Après, à la fin, j'arrive toujours à faire arriver à ce que je veux. Mais c'est vrai que du coup, tu peux passer par des chemins difficiles, en fait, parce que tu gères pas bien ça, en fait. Parce que ça fait tu as déjà pas trop confiance dans ton travail, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est un producteur parfait? Le producteur parfait? Ou la productrice? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle le même langage que toi. Enfin, c'est marrant, mais en fait, j'ai mon copain qui est derrière, qui a pitché un projet il y a pas longtemps. Et il m'a dit, il y a plusieurs personnes qui sont venues voir qui aimaient bien son projet. C'était pour un court-métrage. Et il m'a dit, il y en a un qui m'a dit un truc par rapport à son histoire. Et c'est le seul qui a compris ce que je veux dire. Ah ouais. Et en fait, je pense que il y a deux aspects. Moi, je trouve que c'est dans ce que tu veux dire. En fait, quand tu es en train de développer, de la personne, elle a compris là où ça bloque dans ton film ou ce que tu peux améliorer. Et il y a le langage, et il y a aussi le langage technique, c'est con, mais en fait, tu peux avoir énormément d'incompréhension sur l'aspect technique d'un film, de ce que tu veux faire, et de comment tu vas le faire. Sur les envies, tu vois. Parce qu'en fait, si tu as presque un producteur, je parle court-métrage, parce que c'est plutôt des retours que j'ai eu de copains qui pitchaient des courts-métrages, un producteur qui va se projeter dans ton film, mais pas le film que toi tu veux faire. Ouais. Et alors, par contre, il va te faire un super retour sur ton film, mais c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et c'est pas grave, hein, mais c'est juste... Mais c'est ça, c'est qu'après, chacun voit avec sa propre opinion, son propre bagage. Et tout le monde voit pas forcément les mêmes choses. Mais c'est sûr que déjà, commencer avec un producteur qui comprend ce que tu veux dire et qui est un peu dans le même délire, c'est hyper important, c'est clair. Et moi, j'ai un gros doute. Comment le trouver, justement. Faut de la discussion. Faut de la discussion. Tu vois, ça c'est marrant parce que nous, on a ouvert un atelier avec des copains à Lille.
Et on a des copains qui viennent développer leur court-métrage et qui nous ont dit c'est hyper dur maintenant parce que l'air de rien, ce qui fait vachement la différence, comme tu disais, c'était d'être validé maille par les pitchs, les commissions et tout. Mais en fait, il y a tellement de projets que les gens qui sont pas trop dans le circuit, parce que nous à La Poudrière, on est très formés à ça, à faire des dossiers et tout. On est souvent surreprésentés dans les commissions CNC, les pitchs. Il y a beaucoup d'anciens de La Poudrière. Et en fait, du coup, qui ont du mal à passer cette première étape de visibilité en fait. Il y a ça, et aussi le fait qu'il y a beaucoup de pitch ou de trucs comme ça qui sont faits pour les jeunes. Genre, tu sais, les moins de 30 ans, les sortants d'école, tout ça, et qu'en fait, il y a un moment, tu passes ça, en fait. T'es plus dans la fraîcheur de la jeunesse. Et il y a des aides qui sont spécifiques aux gens plus jeunes, en fait, aussi. Il y a les deux. Du coup, par exemple, quelqu'un qui avait son rêve de faire son court-métrage, qui est un peu sorti du circuit, qui est peut-être beaucoup dans des prods et tout, qui a ni le temps ni les contacts pour faire ça, c'est super difficile. Et aussi les gens plus jeunes qui sont encore au niveau où c'est un peu embryonnaire. Donc ton pitch il est pas hyper bien formé, ton synopsis il est un peu flou et t'arrives pas à passer la présélection qui fait que tu peux pitcher devant des producteurs. Parce que les producteurs sont hyper présents dans les pitchs quoi. Ouais. Enfin, vraiment, comme tu dis, c'est vraiment le truc qui peut te propulser super vite quoi. Enfin, je sais pas si toi t'as ressenti ça ou t'as eu des échos comme ça, mais il y en a pour qui c'est hyper dur cette première étape là. Ouais, je pense qu'en fait, si tu passes pas les premières étapes, tu t'abandonnes ton projet, quoi. Enfin, ou alors tu le fais Malgré tout seul, toi, mais c'est avec pendant ton temps libre, ton chômage et tout ça, mais t'arrives jamais à aboutir à un film, enfin, à moins de faire un film très très court. Enfin, mais genre par exemple, si tu pars sur des courts-métrages de 10 minutes et tout, ça commence à être assez lourd en fait en termes de fabrication. Enfin, je sais pas, sur mon film, j'ai passé 7 mois de fab quoi, donc enfin imaginez vivre pendant 7 mois à ne vivre que sur ton chômage, en fait ça a quand même pas mal de conséquences, même sur ta retraite et tout, c'est pas possible quoi. Et puis tu peux le trouver plus tard. Donc, par exemple, moi j'ai mon pote Titouan Bordeaux que j'ai rencontré à La Poudrière qui avait très très envie de faire un projet de long métrage. C'est un mec qui anime hyper bien, hyper vite, qui a un super univers, pas forcément hyper narratif en plus, donc il est plus dans l'expérimentation visuelle et tout. Il a fait pas mal de trucs avec Job, Jonathan Job Nkondo aussi, qui est un peu famous sur Instagram. Ouais. Et c'est très cool ce qu'ils font tous les deux. Et il s'est lancé, du coup, il a réduit son temps de film à 30 minutes. Et je crois qu'il a presque fait toutes ses animes et tout. Et après, du coup, il a trouvé un diffuseur, un producteur et tout. Ah ouais, après Pendant, en fait, il avait vachement avancé et en fait, il a commencé à montrer ce qu'il faisait et tout. Je sais plus quelle boîte c'est, mais c'est arrivé super tard. Parce que lui, il avait cette envie aussi de bosser tout seul, de faire son truc. Mais ça, c'est Et vraiment puis c'est pas quelqu'un... Ouais, et puis c'est surtout... Enfin, lui, il est plus aussi dans l'idée il se fait un challenge à lui-même un peu, quoi. Enfin, il avait son objectif là, c'est quelqu'un qui est capable aussi, en fait. C'est un mec qui bosse hyper bien, qui bosse... Novanima. J'ai mon Joker nom de studio qui m'aide. Mais c'est extrêmement risqué en fait de faire ça, de faire Au pire, tu perds de l'argent. Hein. Tu perds de l'argent et du temps en fait. Mais en fait, ta frustration peut être plus grande que de te confronter à ça un jour dans ta vie créative. Enfin, je sais pas, parce que par exemple, tu vois, Sandrine, t'es vachement en train de faire tes BD. Ouais. Tu fais ça sur ton temps libre ou... Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Ouais, en fait, t'as l'envie, quoi. Justement, Maï, elle disait oui, 7 mois de chômage, c'est énorme. Et j'étais là, genre, je suis en train de dépasser les 8 là. J'étais là, genre, oui, non, mais je te comprends. C'est la petite horloge. Je veux dire que j'ai hésité à mettre dans les crédits de Sam à la fin partenaire avec le Pôle emploi, quoi, parce que en fait, moi, j'ai pas été payée. En fait, sur les 2 ans de production, ma productrice m'a payé 3 mois et demi. Et j'ai passé quand même 2 ans à pas être payée. Elle non plus, elle se payait pas. En fait, les aides qu'on avait, l'argent qu'on a eu, du CNC, des bourses, des fois aussi des partenariats avec des banques, etc. Tout ça, on s'en servait pour payer les gens. Donc ouais, nous, c'est vrai que c'était chaud, mais c'est un choix qu'on a fait consciemment et on s'est dit, voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, moi, je me suis dit, de toute façon, que j'ai un producteur ou pas, je vais essayer de faire ce film et ouais, je vais prendre sur mon chômage. Et c'est vrai que là, maintenant, je me demande si le prochain film, si je le fais, comment je vais faire, quoi. Est-ce que je rentre en production? Est-ce que je me remets dans cette situation-là que je sais qui a été tellement difficile pour moi? Ou est-ce que j'essaie de faire comme, par exemple, les 2 autres films que j'ai fait, My Life on Mars et De Passage, où là, j'ai pas eu de producteur, en fait.
J'ai fait ça sur mes soirs et week-ends, donc techniquement, j'étais sur un autre projet, mais c'est vrai que j'ai pas eu de vie pendant 3-4 mois à chaque fois. Mais pour pouvoir faire un projet, vraiment, tu es complètement libre et tu es tout seul et tu peux mettre vraiment à fond dessus. Donc, ouais, je sais pas du tout comment faire. Enfin, moi, je sais que c'est... Pour l'instant, j'en suis là, je sais pas trop quoi faire. Et on a... Ouais. Vas-y. Non, c'est qu'en fait, malheureusement, il y a énormément de courts-métrages où les réals sont pas du tout payés à temps plein sur la prod. Et en fait, enfin, ce qui est chiant, c'est que pour moi, l'aide aussi, la RE là, qu'on a des indemnités chômage, en fait, nous, par rapport à l'animation, on a souvent des grosses périodes de creux et des grosses périodes de travail. Enfin, moi, dans la série, c'est ça parce que c'est des périodes longues. Et pour moi, c'est aussi. En fait, là-dedans, quand tu fais ton court-métrage, t'as créé de l'emploi, en fait. T'as créé de l'emploi pour d'autres gens. Donc, en fait, c'est un peu ça qui est chiant aussi, c'est qu'en fait, soit tu gardes cet argent pour employer des gens pour ton film, et du coup, tu crées de la forme de richesse parce qu'il y a de l'argent qui est dépensé et tout. Mais tout pas, tu te payes pas, quoi. Ouais. Il y a toujours ce ouais, tu sais pas. Faut trouver un bon compromis, en fait, entre être payé et aussi payer les gens. Et puis après, mine de rien, en fait, ton court-métrage, il va aussi aller nourrir, en fait, des festivals et des événements qui vont vendre des billets, des accréditations et tout, quoi. Ouais, il y a un peu une petite économie du court-métrage, quoi. Bon, plus trop en ce moment, mais... Petite économie, surtout pas en ce moment, ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile, l'économie du court-métrage. Et c'est hyper important, enfin, genre le court-métrage, il y a plein de gens qui disent ça, que c'est un peu la forme maîtresse de l'animation. Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent entendu des profs ou des gens qui aiment l'animation. En fait, il y a un truc où tu es dans... la durée du film est celle qu'elle doit être. En fait, pour moi, un court-métrage qui est réussi, c'est un truc qui va faire 5 minutes, il faut que ça fasse 5 minutes, et puis 15, si ça fait 15. Et qu'en fait, le long-métrage rentre dans des problèmes d'économie de marché et de diffusion au cinéma, qui est pas du tout la même que le court-métrage. C'est pas du tout les mêmes... Enfin, nous, on regarde de tout, hein, mais... C'est pas du tout la même économie de diffusion aussi, quoi. Et là, ça fait 2 heures et quelques qu'on discute, en fait, ça fait plus de 2 heures, en fait. Ouais, ça va faire 2 heures qu'on discute, en fait, de plein de trucs qui sont compliqués dans le court-métrage. C'est vrai que je voyais passer des fois dans le chat bon courage pour tous les étudiants qui veulent faire des courts-métrages maintenant. Est-ce qu'il faut passer au truc positif? Oui, exactement, voilà, c'est là que je voulais en revenir. On fait des films, c'est hyper compliqué et tout, mais quels sont les bons moments? Qu'est-ce que vous avez... Enfin, il y a forcément des trucs qui se sont passés, qui sont bien passés, et des émotions positives aussi là-dedans. Quels ont été pour vous les bons moments de vos courts-métrages, que ce soit les culottés, pas courts-métrages, mais en série, mais aussi sur les courts-métrages avant, quoi. La tournée des festivals et les petits fours. Les petits fours. Alors, pour la petite anecdote, on a mangé les petits fours à l'Assemblée nationale avec Élise Lucet. Avec j'adore Élise Lucet. En fait, on s'est retrouvés dans le truc. Moi, la première fois qu'on a vu le mail, en fait, ils ont fait une soirée sur, en gros, mettre en honneur les femmes. Et donc, c'était fait avec Pénélope Bagieux et Culotté. Et je pense que c'était via Pénélope qui avait invité des gens qu'elle avait envie de mettre en avant. Donc, il y avait une réalisatrice. Je me souviens de son nom de famille, c'était Doucouré. C'est celle qui va sortir Mignonne au cinéma. C'est une jeune réalisatrice. Maïmouna, ouais. Il y avait une scientifique. Ouais. Oh là là, on n'a plus leur nom, on n'a pas révisé. Mais en vrai, bref, il y avait des femmes très sympas, très intelligentes, très fortes. Et à chaque fois, on montrait un épisode de Culotté. Et c'était genre à l'Assemblée nationale. Donc le président de l'Assemblée nationale nous a introduit et nous a présenté face à 200 personnes dans les dorures de l'Assemblée nationale. Donc c'est un moment où, quelles que soient tes convictions politiques, en fait, t'es fichu parce que c'est... voilà, c'est moi je trouvais tout était absurde, c'était impressionnant. Nous sommes sur un terrain neutre. Voilà. Et c'était c'est clair. Mais bon, on n'a pas fait les culottés pour ça parce qu'on n'avait pas signé pour ça. Hein. Ouais, mais c'est vrai que la tournée de festival et puis les retours des gens après, quoi. Simplement le fait que des fois, moi j'ai un truc, c'est que j'ai pas fait le court-métrage ni pour les festivals comme beaucoup, ni même pour les enfants, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que le rêve de Sam, il est sélectionné dans des festivals, mais souvent dans la section jeunesse. Et alors qu'à la base, je l'avais pas du tout fait dans cet état d'esprit-là, et j'ai pas fait un film pour des enfants.
Et du coup, c'est vrai que quand tu le vois, tu vois des personnages qui sont des animaux, c'est très coloré, etc. Donc c'est directement classé jeunesse. Et en fait, je sais que je m'y attendais pas, mais les retours des enfants, c'était hyper touchant. Il y en avait certains certains m'ont envoyé des emails, alors, ou même quand ils viennent te demander à la fin, tu fais un Q&A et puis il y en a, il n'a pas osé poser sa question, mais il va venir te voir après pour te demander de lui dessiner le personnage ou un truc comme ça. Ou il y en a qui étaient trop mignons et qui disaient qu'ils étaient contents de voir des animaux amis, par exemple. Et moi, j'aime trop les animaux amis, alors j'étais là, oui, moi aussi, mec. Et franchement, je sais que il y a aussi des gamins qui me posent des questions trop drôles du style, il y en a eu un à San Francisco, il a fait it's very confusing how there is no mud when it's raining. Genre, il n'y a pas de gadou quand il pleut. Et j'étais là, toi, tu vas être directeur artistique plus tard. C'est trop mignon, quoi. Il y a eu des retours trop choux. Mais surtout, je crois que ceux qui m'ont le plus touchée, c'était des gens qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils avaient eu la larme à la fin. Et j'étais là, oh, trop bien, merci. Ça fait énormément plaisir, quoi, de voir que ça a touché des gens et que même pendant le film, donc il y a après, quand il y a les réactions des gens, mais il y a tous les bons moments où c'était pendant le film, les rencontres qu'on a fait, enfin vous, j'imagine aussi pendant les rencontres, des fois, comme je vous disais, Anaël, moi ça a été, j'étais trop contente de l'avoir rencontré encore maintenant, je me dis, putain, mais je suis super contente, c'est tellement un mec en or, Sébastien aussi, et la première animatrice avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Marie Boucher, qui était à Angoulême aussi, qui est à Prima pendant longtemps. Elle travaille en général à Prima. Puis là, elle avait bossé avec nous parce qu'elle était... en fait, elle est spécialiste TV Paint. Et comme nous, on a commencé le film sur TV Paint, et ben, elle était là pour m'apprendre un peu à utiliser TV Paint dans la façon dont je voulais colorer le film. Et en fait, ça a été la belle rencontre, quoi. Je suis trop contente maintenant de la compter parmi mes amis parce que elle m'a énormément aidée sur le film. Et même pendant la prod, quand elle n'était plus là, quand elle avait fini de bosser, dès que j'avais un problème, j'allais vraiment la voir et tout. Ça a été vraiment que des belles rencontres comme ça. Donc ça, c'était super cool. Ça fait partie des bons moments, quoi. Mais ouais, mais du coup, pour pas rester sur le fait qu'on fait de la prod pour les petits fours. En fait, je pense que... C'est juste la blague. Hein, on va se faire taper sur les doigts. Non, en vrai, le truc, je pense que c'est hyper compliqué et culotté. Moi, je réalise toujours pas qu'on a fait ça. Je pense que c'est aussi ultra dur pour nous de s'attribuer le mérite de la série, parce qu'en fait, on est vachement porté par la BD, en fait. Et du coup, je pense qu'on est dans un truc où... Enfin, tu vois, c'est con, mais surtout d'illégitimité. Tu sais que la série est bien parce qu'en fait la BD elle était hyper bien à la base. Du coup c'est hyper dur pour nous de se positionner, tu vois, en tant que réalisatrice là-dessus, parce que nous on a vraiment été les personnes qui ont fait en sorte que le truc aboutisse et que les gens dans les équipes arrivent à aller au bout et dans le bon sens et tous ensemble. Mais est-ce que Pénélope Bagieux elle avait son mot à dire sur la série? Ouais, au début sur l'écriture et les boards elle a tout suivi. Après sur la fabrication on était hyper libre. Mais ouais, du coup, juste pour revenir à ça, moi, ce que j'ai senti... Enfin, moi, par exemple, moi, c'est pareil, j'étais hyper triste de partir d'Angoulême. J'ai adoré... Enfin, il y a vraiment des gens avec qui j'ai adoré les rencontrer, que ce soit professionnel, soit personnel. Moi, ça a été le crève-cœur de repartir d'Angoulême après. Bah, en plus, comme moi, j'aime bien la ville et tout, enfin, vraiment, c'était dur, quoi. Et putain, moi, j'ai senti que les gens étaient fiers, en fait. Enfin, moi, je sens qu'on a vachement gardé contact aussi avec les gens après. Que moi j'ai l'impression que ça a été important ou que ça a vraiment plu à des gens de faire partie de cette série-là. Et c'est un peu cucu ce que je veux dire, mais nous, je sais que quand on était sur la série, c'est ce que j'avais parlé au début, de me dire que c'était une série qui avait du sens et que je me disais que c'était une série qui était importante aussi à porter, soit en tant que réal, c'est qu'en fait, ça se porte tout seul en fait. Enfin, en fait, c'est un truc qui défend tellement des choses avec moi je suis en accord que en fait, je comprends. c'est important en fait. Et moi mais ça nous dépasse un petit peu, tu vois. Il y a un truc où moi je me suis vachement sentie... par exemple, c'est con, hein, quand on l'a vu au cinéma, j'avais un truc, ouais, je suis trop contente, on a fait ça. Et moi, je voyais tellement dans tous les petits bouts qu'on avait gérés, en fait. Et je pense que j'ai un peu mal à voir le truc dans l'ensemble. La première fois que tu vois sur grand écran, c'est quelque chose quand même. Ah ouais, mais c'est l'enfer, hein, mais c'est bien.
Ah non, bah ouais, c'est l'enfer, c'est bien. l'adrénaline. J'aime beaucoup cette phrase. C'est l'enfer, Mais, mais c'est bien. Ça peut résumer en fait le métier de réal, c'est l'enfer, Ouais. mais c'est bien. Parce Ouais, qu'en c'est fait, t'es exactement porté ça. par ça. En fait, le jour où tu vois ton film sur grand écran, quand Bah, sur grand c'est ça, écran, ça mais fait un effet de folie, quoi. Ce qui est c'est assez clair, bizarre, c'est que c'est fou. ça réagit jamais de la même façon, en fait. Ouais. En fait, il y a des trucs où tu dis, ah bah ça va peut-être faire rire les gens, et en fait, pas du tout. Il y a d'autres trucs où C'est le crash test en fait. c'est ça, ouais. Et genre, et il y a des trucs où ça fait tellement marrer les gens, tu fais, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'es nulle cette blague. Ouais. C'est ça, des fois tu t'y attends pas, mais, C'est ça, ouais. mais c'est trop Mais la intéressant. création, ça t'échappe, quoi, aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Et en fait, ouais. les gens les interprètent de différentes façons. Et le public se l'approprie un peu. Ouais, C'est ça. Donc ça, c'est aussi la partie chouette, en fait, que le public, enfin, s'en empare, en fait, et en parle aussi, enfin, de ce que eux ils voient, en fait, à travers ce que tu crées. Pour Après, le coup, oui, c'est comme dit vraiment Charlotte, comme, c'est vraiment leur, comme faire un bébé, quoi. Genre, tu un le laisses peu, hein. vivre pendant des années, bah, il vit autre disons chose. que pour Bonne pour métaphore. nous, c'est encore différent parce que c'est vraiment l'adaptation du bébé de Pénélope Bagieux. Donc, Oui, c'est Ah, c'est horrible. comme si, en fait, voilà, c'est comme Ça si devient on était famille d'accueil C'est ça. de culottés et on les a juste délivrés comme ça. C'est un job très honorable, c'est très bien. Et pour en revenir à ce que disait Charlotte par rapport à, c'est un projet que tu sentais, quoi. C'est un projet qui te motivait, donc ça a été entre guillemets facile. Je vais citer notre ami Steven quand Mais il qui est disait Steven Spielberg. D'accord. Steven qui disait quand on lui demandait comment est-ce que vous faites pour choisir un script, pour choisir un film. Il disait qu'en général, s'il avait besoin de trop y réfléchir au scénario, au script, s'il y réfléchissait trop longtemps, c'est que c'était probablement pas un film pour lui réalisé. Alors que si c'était quelque chose qui venait du cœur et qu'il le sentait, là, il allait le faire. Si c'était vraiment un truc qui était important pour lui. Mais si c'était d'aller trop dans la réflexion, il disait, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire, quoi. C'est pas à moi de gérer ça. Bah après, c'est pas non Donc, plus. voilà. En fait, c'est pas toujours une évidence, mais ouais, tu sens qu'il y a un truc. Où Ouais, des fois, tu te laisses porter. Mais il y a aussi, moi, je m'étais beaucoup posé la question de qu'est-ce que j'amènerais à ce projet. En fait, il y a aussi ça aussi de se dire, parce que des fois, tu as envie de faire un projet où il y avait énormément de gens qui voulaient être sur culotté pour faire culotté, mais en fait, c'est vrai aussi, c'est qu'est-ce que toi, en tant qu'animateur, dessinateur, graphiste, qu'est-ce que tu amènes à ça, en fait. Ouais, quelle est ta Enfin, vision, faut pas être juste dans un truc pour être sous l'étiquette de faire ce projet, quoi. Non, c'est clair. Mais ça c'est fou parce que quand je sortais de l'EMK, j'entendais beaucoup de gens donc c'était il y a à peu près 10 ans, j'entendais beaucoup de gens qui disaient qu'ils voulaient être réalisateurs. Et moi, je comprenais pas, je voulais pas du tout être réal. Et c'était pas quelque chose enfin, je voulais faire de l'anime à la base, bon, je fais du storyboard, c'est très bien. Mais j'avais pas du tout j'avais pas d'histoire à raconter, enfin, j'avais l'impression de pas avoir d'histoire à raconter, ni rien à apporter au cinéma d'animation. Et c'est venu un peu malgré moi, quoi. Je suis un peu. J'ai pas dit je vais faire un film. Je dis oh, j'aime bien ce personnage, c'est quoi son histoire? Je commence à dessiner, ça devient un projet. J'ai des amis qui viennent aider, on cherche un producteur, ça devient un court-métrage. Donc ça, c'était toujours bizarre de voir des gens qui veulent être réalisateurs pour réaliser pour être réalisateur en fait, et pas forcément pour raconter des choses. Mais c'est marrant pour rebondir là-dessus parce que je viens juste d'avoir été en jury pour les recrutements de Gobelins en première année. Et effectivement, j'avais énormément de candidats qui me disaient qu'ils voulaient être réalisateurs, souvent avec Cara Designer, en fait, dans l'idée de la préparer réalisateur. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur le replay de cette vidéo. Je fais ça en réaction à ça, en disant regarde ce que ça va être. Non, en fait, c'était juste que, en fait, en effet, moi je trouve que réalisateur, faut pas, comment dire. Faut être conscient. Faut pas sanctifier, idéaliser voilà le poste non plus. C'est pas un truc, c'est pas un poste sacré non plus. Faut pas sacraliser le truc. Mais par contre, je trouve que souvent c'était ce qui coinçait. Après, il y en avait, c'était évident. Tu sentais ils ont des trucs à dire et tout. Mais souvent, soit il y avait pas d'idée d'histoire, soit il y avait pas de réflexion en fait. Et en fait, c'est con, mais tu peux être réel technique, c'est bien. T'es presque plus un superviseur. Mais en fait, je sais pas, faut un peu avoir la flamme, faut un peu avoir envie de raconter des choses. Je sais pas, c'est un truc de communication quand même. C'est ce qui fait la différence entre un cinéaste et un réalisateur. Justement, ils font la différence aux États-Unis. Le réalisateur, c'est vraiment le chef d'orchestre. Et le filmmaker, c'est celui qui va faire son film et qui aura véritablement un message à partager.
Mais tu vois, par exemple, moi je trouve ça hyper violent le fait que sur des longs métrages américains, il y ait du turnover de réal. Je me dis, mais alors pourquoi vous aviez pris cette personne-là spécifiquement? Enfin, moi, ça Ouais, me mais c'est ça. dans l'idée qu'en C'est fait, ça doit être ça. hyper violent pour un réal. Bah, tu vois, il y avait Brenda Chapman sur Brave. Elle a été dépossédée de son film, quoi. ouais, il y a ce Et en fait, truc. c'est hyper violent. Et tu te dis, je sais pas, par exemple, moi je trouve que. Par exemple, moi je trouvais que j'étais pas légitime au début pour faire culotter en réal et tout. Et ça a été difficile, ça m'a sorti de ma zone de confort et tout. Mais jamais mes prods n'ont remis en cause que c'était moi qui allais quand même aller jusqu'au bout du projet, tu vois. Ça doit être hyper violent de se faire sortir d'un projet en cours de route. Ouais, Tu c'est clair. perds Surtout tout si ça vient de le. toi. Voilà, tu perds tout l'investissement que tu as eu et c'est con, mais à la fin, c'est pas toi qu'on retiendra en fait. Ah, c'est C'est violent. horrible. Bah, c'est violent, mais tu vois, dans les longs métrages. Mais ça doit aussi arriver en France, là, j'ai pas d'exemple. Ah, peut-être J'ai que pas c'est d'exemple aussi en tête, c'est des mais. projets enfin, qui sont initiés par des producteurs, non? Enfin, Bah, des c'est ça, projets je pense. américains. Peut-être des commandes, ouais, je sais pas. Mais Ouais. en tout Je sais cas, pas trop, mais pour revenir aux étudiants, comme tu disais, Mm. euh, qu'est-ce que c'est, par exemple, quelles étaient vos attentes quand vous vous êtes dit que vous vouliez devenir réalisatrice pendant vos études et quelle est la réalité, genre attente vs réalité du boulot de réalisateur? moi, je dirais que je pensais que j'allais tout commander et j'allais rien faire. J'allais dire, toi, fais ça. Je crois qu'elle a confondu Et, productrice et siège. réalisatrice. Et le chien. non, bah, en fait, ouais, enfin, je pensais que ça allait être un peu plus, enfin, comment dire, où tu donnes un peu ton avis artistique et tout ça, mais pas forcément te mettre à la patte et puis être aussi conscient de ce que je dis au début en fait du Twitch, c'est d'être conscient du facteur temps, d'argent et Mhm. de gens, enfin de humaines. Et ça en fait tu l'apprends en fait sur le tas en fait. Tu l'apprends en faisant aussi. T'es pas forcément, enfin tu te rends pas forcément compte quand tu commences à travailler et tout dans l'animation. Enfin, quand tu commences à être animateur et tout, c'est plutôt un job plutôt facile en fait, même si t'es un peu stressé et tout ça, t'es pas un peu au four et au moulin quoi, on va dire. Mhm. Et ça, en fait, c'est un truc. Quand moi j'étais animatrice, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les réals et tout? Ils étaient juste dans leur bureau à regarder des feuilles de planning. À côté du producteur qui est comme ça aussi. Avec son cigare. Mais où est l'argent? Mais où est l'argent? Donc, en fait, il y a aussi peut-être une différente génération de réals. Enfin, c'est-à-dire, en fait, maintenant, en fait, on sort des écoles où on est super bien formé à faire un peu de tout, en fait, où on est assez compétent à faire que l'anime, que ce soit l'anime, du décor, du storyboard, du compositing, on est un peu touche à tout, en fait. Du coup, en fait, ce qui fait que ça crée, en fait, des réals un peu qui sont couteau suisse, notre mot préféré avec Charlotte. Et qui sont capables en fait de tout faire et qui en fait ça arrange aussi en fait que les réals puissent tout faire parce que finalement en fait c'est les réals qui rattrapent un peu le temps perdu et le boulot pas Ouais. fait en fait par les équipes quoi. Donc ça en fait c'est la réalité en fait de ce que nous on a vécu. Ouais. Et du coup voilà, je pense que c'est enfin je résume un peu vite fait comme ça, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est plus quand tu veux devenir réal, en fait, c'est plus aussi d'essayer de voir en fait sur les prods, enfin, au fur et à mesure des prods, en fait, de voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, Ouais, d'apprendre en fait des erreurs en fait sur d'autres prods, pas forcément en tant que réal, hein, tu peux juste être animateur, storyboarder ou enfin essayer d'accumuler en fait le plus possible en fait de l'expérience de ce que tu as vécu sur d'autres prods et après en fait quand tu passes réal, bah tu essayes de le réappliquer d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait quoi. Ouais, non, c'est clair. c'est ça, ouais. Puis moi, je pense que j'avais une vision hyper romantique de la réalisation, un peu dans l'idée de l'inspiration, tu vois. Ouais. En fait, je pense que c'est pour ça que moi, je suis très 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 bloquée d'écrire un projet original parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Alors qu'en fait, je suis quelqu'un qui parle tout le temps. Donc... Mais que j'ai pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai rien à ajouter à ce qui existe déjà et que ça me bloque vachement pour créer parce que j'ai l'impression que je veux pas faire un truc. Je veux pas dire que je veux révolutionner. Je veux rien révolutionner ni rien, mais t'as un peu l'impression que
Je En pense gros, que... faire un film, c'est long, et Ouais. pourquoi tu ferais ce film? Pourquoi ce film, il a besoin d'exister? Et du coup, moi, je sais que ça me bloque. Alors que c'est vrai qu'en faisant, du coup, des projets d'école et tout, j'ai l'impression qu'on trouve en faisant aussi. Mais que c'est hyper difficile de passer cette étape-là. Et du coup, Ouais. ouais, en effet, moi, tu vois, je me disais, mais Miyazaki, mais en fait, le mec, il s'est assis en 1 heure, il a écrit son truc. Je sais pas, les gars, ça a l'air tellement facile, quoi. Et en fait, je pense que ce qui m'a rassurée, c'est de voir, tu vois, du coup, après, j'étais encore jeune, tu vois, mais de voir les making-of, de voir comment c'est fait, de voir le temps passé, de voir tout ce qui est jeté, Ouais. tout ce qui est raté. Parce qu'en fait, je pense que c'est hyper dur dans la création, c'est qu'on voit les œuvres finies, les œuvres abouties. Et on voit pas tous les ratages. Bah, nous, tu vois, par exemple, bah, moi, j'ai fait un pilote d'une série qui a jamais été faite. J'ai fait un début de projet, on a eu l'aide au CNC d'écriture, on l'a jamais fait. Enfin, et en fait, du coup, c'est dur parce que tu te compares à des trucs qui sont aboutis, finis, validés, en fait. Ouais. Ouais. Tu vois Et je pas pense que toujours c'est... l'envers du décor. Ouais. Et je pense que même quand tu le vois, t'es un peu aveugle et tu te l'appliques pas à toi-même. En fait, je pense que ce que tu accordes aux autres comme capacité de création et de recherche, tu te l'appliques pas à toi-même. Et du coup, en effet, mais je sais que moi j'avais une approche hyper réelle, technique, et que ça m'intéressait vachement ça. Parce que, et c'est marrant parce que tu vois, Sandrine, on en parlait tout à l'heure à l'école. Moi, ça a été un vrai tournant sur le film de fin d'études d'oser proposer mon idée aux autres pour faire mon idée de film qui après est devenue autre chose parce qu'on l'a retravaillé. Et ce qui a été drôle, c'est qu'à un moment, on n'a pas été d'accord, on était 4 et j'étais la seule à faire un truc différent, les 3 autres étaient d'accord et on est parti sur l'autre idée. C'est aussi accepter ça. Et en fait, c'était ce qu'il fallait faire, fallait partir sur autre chose. Et en fait, moi, ça a été un déclic le moment où des gens te font confiance, en fait. Ouais, c'est ça. Et que, ouais. Bah, pour parler de ce que tu dis, de se sentir légitime, d'apporter quelque chose au cinéma, c'est vrai que la grande c'est un question. truc. Mais c'est ça, mais pour je tous m'étais les dit la même artistes chose parce au que monde, tous les artistes, ouais, même dans la BD, même dans l'illustration, il y a beaucoup de trucs qui ont déjà été faits, tout a déjà été fait, ce qu'on dit souvent. Et en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est bah, justement, tout a déjà été fait. Et moi, j'ai envie de le faire, donc bah voilà, j'apporte ma petite pierre, même si ça va pas changer le cinéma, parce que bon, ça changera jamais le cinéma. Mais déjà, faut se dire que t'es quand même, t'as ta propre vision des choses. Donc tu vas faire quelque chose qui a peut-être déjà été fait, mais tu vas le faire avec ta vision, avec ton savoir-faire, avec ton dessin. Donc ça va être particulier. Et je me suis dit ça quand j'avais commencé à faire Le rêve de Sam. J'avais raconté l'histoire à ma coloc à l'époque et elle m'avait dit « Ah, ça me rappelle le court-métrage Le Kiwi ». Et j'avais regardé le court-métrage Le Kiwi et je me suis dit « Ah ouais, ouais, ça se ressemble, quoi. » Et en fait, je me suis dit quand même, bon, bah, je vais raconter ma version en fait, de cette histoire-là. Même s'il y a des trucs qui sont quand même proches, même si c'est un film différent. Et c'est vrai qu'il faut essayer de trouver cette légitimité-là parce que c'est comme ça qu'on va faire des trucs et je comprends à fond que ça te bloque, hein, moi au départ aussi. Mais c'est vrai qu'on a tous un truc, un petit détail à apporter à une création, quoi. Exact, ouais. Et justement, par rapport à ça, Charlotte, justement, je vais rejoindre la question de Seven qui n'est plus là, mais qu'il avait posée tout à l'heure. En fait, nous, en tant que femmes aussi, dans le domaine de l'art en général, en fait, t'as énormément de films qui ont été, de films qui ont été réalisés par des hommes. Et comme tu dis justement, Nolwenn, souvent c'est, admettons que l'idée soit à peu près identique, tu vois, mais parce que ça a été une vision faite par les hommes, je pense qu'aujourd'hui, comme t'as beaucoup de réalisatrices, des réalisatrices qui ont certainement la chance un jour de réaliser leur propre film en fait, et de pouvoir ensuite donner leur vision justement de certaines histoires qui n'ont jamais ou pas été faites auparavant en fait. Je pense à... justement... Oui, pardon. Je pensais au film Beguiled, juste un exemple tout court. C'est que au départ, ça a été un film réalisé dans les années 70 où le héros en fait est Clint Eastwood. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve dans une... c'était quoi? C'était pendant la période nordiste, sudiste aux États-Unis en fait. Je sais pas. Et, la guerre de sécession? Ouais, la guerre de sécession, ouais. Et en fait, il se retrouve dans une... il est nordiste et il se retrouve dans une maison de femmes sudistes en fait. Et c'est trop marrant parce que la vision de ce film, du film original en fait, est... je dirais pas misogyne, mais en fait, les méchantes sont des femmes. Et en fait, Sofia Coppola a repris en fait cette adaptation
aujourd'hui en fait, qui a été réalisée genre dans les années 2016-2018 en fait, et en fait elle a re-switché tout le propos pour qu'ensuite qu'on comprend en fait qu'au final que les Mais femmes là, étaient victimes. On a des siècles de films à faire. Si On on a rend des tous les films siècles. misogynes Ouais. moins sexistes, Non en mais fait. tu vois ce que je veux dire par là. Ouais. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est plus qu'en ce moment, enfin, par exemple, moi j'ai plein de regrets sur des sujets qu'on a traités des fois sur Culotté où j'aurais voulu aller plus loin et tout. Et je trouve qu'avec Maï, on s'était pas mal renseigné sur pas mal de trucs. Et en ce moment, il se pose vachement la question de la légitimité de raconter telle ou telle histoire. Et moi, je sais que là, je ressens pas le besoin de porter une histoire à l'écran qui nécessiterait que je prenne l'attention, tu vois, de genre, il faut absolument faire mon film, s'il vous plaît. À part moi, l'envie de refaire des films, tu vois. Oui, Je pense que je suis plus c'est pas forcément. aucun plaisir, tu vois. Je pense qu'il y a les deux. Moi, j'aimerais soit faire un film juste parce que j'ai un plaisir et un besoin de création, mais en ce moment, j'ai pas besoin de raconter une histoire, par exemple. Ça c'est. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il faut absolument que je raconte cette histoire, il faut que ça change le monde. Enfin, moi, en tout cas, je connais pas trop de gens comme ça, mais je connais pas beaucoup de films qui pourraient le dire. Mais en tout cas, il y en a qui changent, je pense, la face du monde, mais il y a des films qui changent les mentalités où des fois, t'as des épiphanies en voyant un film, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça existe, mais je suis pas sûre que le réalisateur, il a dit je vais faire ce film qui va changer les mentalités. Ou alors, un film comme Funan, moi je trouve que c'est un film assez cathartique, tu vois. Après, le film est ce qu'il est, les gens l'aiment ou pas, mais tu vois, pour moi, c'est un film. Moi, il m'a perturbée. Ouais, mais c'est parce que c'est tellement personnel. C'est personnel, mais c'est vrai aussi que, bon, on pourra en reparler dans un autre truc, mais je vais rarement voir des films d'animation qui parlent de thèmes aussi difficiles. J'ai pas vu Les Hirondelles de Kaboul d'ailleurs, j'aimerais bien, mais pas encore vu. Et je sais pas, je m'y attendais pas à être face à de la violence entre humains comme ça, et psychologique. Et ça m'a vraiment retourné un peu le truc. Je me suis dit, ah la vache, c'est fou que ce soit montré en animation parce que du coup, ça met une distance qui est ensuite acceptable pour de voir des choses difficiles. Moi qui ai un problème avec le cinéma violent et d'horreur. Donc, juste aparté comme ça. Et pour en revenir donc au métier de réalisateur, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à des étudiants aujourd'hui, justement, comme peut-être tu en as donné aujourd'hui, mais les conseils à donner, les erreurs à ne pas refaire sur une production, et qu'est-ce que vous conseillerez à des étudiants qui veulent se lancer dans la réalisation? Moi, je pense que franchement, c'est accepter la critique, quoi. Moi, j'ai senti des fois des gens qui étaient jeunes et qui d'accepter que les gens soient pas d'accord avec toi et qu'au contraire tu dois utiliser ça pour affirmer ton propos en fait. Moi je sais que j'adore je suis pas toujours d'accord, j'aime pas tous les films, j'aime pas tous les trucs et tout. Je sais qu'à la Poudrière ils nous poussaient vachement à débattre des films et on était souvent pas d'accord. Et j'ai l'impression que c'est ça qui renforce tes idées. C'est comme quand t'es bloqué dans ton idée et que tu demandes à quelqu'un d'en discuter avec quelqu'un et que souvent c'est en mettant des mots sur les choses que tu formalises ton idée. Moi, c'est ça. C'est important aussi, ce qui était à la Poudrière, c'est de se nourrir de plein de choses, même des choses qu'on n'aime pas du tout en fait. Je me suis tapé des heures de séances de films d'art et d'essai que j'aimais pas. Je pensais que tu allais dire les Transformers, les bronzés. Il faut regarder les Transformers aussi. Il faut comprendre pourquoi il y a des millions de gens qui vont voir ça et qu'il y a des millions qui vont dépenser. Non, mais c'était, il y avait un peu tout, mais en fait, il fallait, c'est important, quoi, de se nourrir aussi et de se faire un peu sa propre culture et ses propres goûts, quoi. Et tant que t'as pas tout vu, en fait, tu veux pas trop te prononcer. Moi, j'ai vu tellement de trucs à la Poudrière. C'est génial, quoi, ce truc-là de nous imposer d'aller au théâtre et au cinéma au moins une fois par semaine. Il y a pas d'autres écoles qui font ça, quoi. Et c'est fou. Et en fait, tu t'iras jamais voir en fait des films qui nous emmènent voir, quoi. C'est con, mais genre là, tu vois, je me dis merde, en fait, c'est trop con. Maintenant que j'ai fini l'école, j'irai jamais plus voir les films de Bergman et bon débarras. Ou les films de Tarkovsky à minuit. Il y a des grandes séances d'endormissement d'élèves de Poudrière.
Ouais, ça Attendez, au théâtre et au cinéma de Ouais, Valence. ce qui est pas mal de voir des films, donc tu as des films d'art et essai, et ça c'est intéressant, mais même de voir des films donc, qu'on ne considère pas forcément comme bien, mais non, du mais coup bien, qui vont tu vas te dire ah ça par exemple ça marche pas, Mais savoir ce qui pourquoi tu fonctionne l'aimes pas en fait? Et pourquoi Ouais. tu Oui, l'aimes pourquoi pas tu l'aimes pas ouais. et pourquoi tu t'accroches pas au personnage ou est-ce que c'est le rythme du film, enfin de te poser les questions de pourquoi tel film. Et c'est vrai que c'est intéressant de se garder ouvert et même pas que en voyant des films, mais en allant au théâtre, c'est trop bien ça. Très Ça, intéressant. c'est aussi hyper bien expliqué dans la chaîne YouTube de Karim Debache, la Crost, Ouais, Chroma j'adore. Crost, qui a vachement poussé son truc sur c'est un film raté. Pourquoi c'est Ouais. raté? Et en Ouais, fait, c'est c'est trop super. bien parce qu'en fait, c'est ce que je redisais tout à l'heure sur les trucs qui sont aboutis, génial. Si tu vas voir Kubrick, bah t'apprends à faire des beaux plans et tout, mais le mec c'est tellement parfait, tu comprends pas pourquoi ça allait. Parce que tu vois, il y a un espèce de truc où voilà, c'est très Ouais. bien fini. Il y Et moi, a, j'adore ce truc de montrer tout ce qui est schlag, tout ce qui est raté. Pourquoi le raccord il marche pas? Bah en fait parce qu'il y a ça. Après, tu il y a peux aussi, garder ton raccord raté, mais c'est pas, tu le fais pas consciemment. Le truc, c'est il y a qu'il Ouais, y a aussi voilà. le aussi, piège, Un choix. il y a c'est aussi que tu peux que trouver des pépites en regardant des films enfin, qui sont considérés comme pas terribles. Bah des nanars quoi. Ouais, des nanas. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aime Tu bien les disais nanas. quoi, Maï? non, en fait, je me disais que en fait, moi, à l'école, j'avais tendance à me dire, ah, je veux faire mon petit film, genre mes références, c'est justement c'est Kubrick, Tarkovsky, enfin des trucs un peu genre enfin un peu, enfin pas, enfin je faisais un peu un acting pas très bien, mais en tout cas je veux dire que en fait des fois quand t'es étudiant, t'as tendance un peu à dire ah bah je vais faire mon film à moi qui va peut-être juste parler à moi et à personne d'autre, enfin que ça va pas faire un déclic ou ça va pas être compréhensible. Et ça, je trouve que c'était une erreur en fait de réfléchir comme ça. Enfin, maintenant que je me revois en fait à l'école et me dire ça, en fait, je me dis, bah ouais, enfin, en même temps, tu as perdu un an de ta vie à faire un truc qui est pas regardable, que personne va comprendre, qui va pas forcément transmettre de l'émotion ou quoi. Et il faut être aussi attentif à son public en fait. Enfin, quand tu veux devenir réel en fait ou auteur, c'est parce que tu as une vision, qu'elle soit plus justement très ésotérique ou quoi, mais faut que ça parle en fait à un public. C'est pas juste à toi-même en fait que tu vas faire ton film. Enfin, j'ai l'impression C'est clair. qu'il y a aussi une démarche en fait des étudiants de pas trop rester dans son coin et faire son film, mais il y a vraiment un besoin de communication en fait avec avec les spectateurs tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et enfin, par rapport à, par exemple, le fait de se retrouver face à la critique, donc par rapport à ce que tu disais, Charlotte, en fait, c'est vrai que c'est hyper, même encore maintenant, moi j'ai vraiment du mal avec la critique. Alors j'essaie de le faire petit à petit, mais je me souviens que j'avais eu un conseil d'un mec que mon directeur de prod avait mis sur le projet juste en conseiller pour la musique. Et à un moment donné, je lui ai raconté un peu mes problèmes de réalisateur et tout. Et il m'avait donné un conseil trop cool. Et parce que je lui disais, en fait, là, j'ai trop de gens qui me disent, qui me font des critiques, j'ai trop de gens qui me disent quoi faire, comment faire. Et puis, j'avais l'impression que mon directeur de prod, il me donnait des ordres et ça m'énervait trop. Et après, on a mis ça au clair. En fait, il me donnait pas du tout des ordres. C'est moi qui le prenais comme ça, alors qu'en fait, lui, il me donnait juste son avis. Et donc, on avait mis ça au clair, mais à un moment donné, j'étais vraiment mal par rapport à ça. Et donc, ce mec qui était venu sur la prod pas longtemps, mais juste en conseiller, il m'avait dit bah, maintenant, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Tu mets la casquette de réal, tu prends des décisions et tu les assumes. Et en fait, ça m'a vraiment remise dans la tête sur les épaules parce que là, j'arrêtais pas de me plaindre et de dire tout ce qui n'allait pas et tout. Et c'était comme si je faisais un peu la victime, tu vois, alors que c'était quand même mon film. Et donc, de me dire, OK, il a raison, je mets la casquette des réals, et ben, ça m'a aidée, en fait. Et je me suis dit, OK, je vais peut-être prendre des mauvaises décisions, je vais peut-être faire des mauvais choix, mais ce seront mes choix à moi. Et ça m'a aidée à trouver la légitimité, en fait, de dire aux gens, voilà ce que je veux, et je veux pas ça, etc. Donc ça a été l'un des conseils vraiment importants que j'ai eu. Et puis, je sais aussi que le directeur de prod, donc mon directeur de prod qui... Ah, je vais avoir un problème peut-être. Tu as coupé
Oh non! Oh non, Ah non. c'était le secret ultime. Ah, c'est là qu'il faut deviner son mot! Ah, le secret, c'est d'essayer. Non, c'est en mode, Quand on n'essaie pas, on avait prédit on en sait plus pas. Ouais. qu'elle allait friser au moment où elle allait nous révéler le secret de la réussite. Mon Dieu, Mince, bah je pense que faut qu'elle j'imagine écrive que... sinon. Mais ça se trouve, elle a plus de batterie sur son portable. Ah merde. Non, Bah en tout cas, histoire de le temps qu'elle revienne et qu'elle nous dise mais quel c'est est tard le en secret. plus. Pour les gens qui Ouais. nous regardent en live, c'est tard, non? Ouais, exact, Mhm. ouais. Mais juste pour terminer vraiment le planning du podcast, non. très rapidement, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous avez une idée de... Bah moi en fait, en ce moment je fais plus enfin je développe plus un projet de BD. Enfin je me dis bon, j'ai pas trop envie de me relancer sur les projets d'anime pour l'instant parce que j'ai Ah, envie ça de fait un bruit ton récupérer casque. quoi. Pardon. Ah, Non, c'est bon, c'est passé. c'est C'est passé. bon, c'est passé. C'est passé. Oui, Ouais. c'est bon. Ouais. Ouais. Non, non, bah je disais juste que je vais faire des trucs tranquilles, plus sur papier aussi. Que j'avais un peu marre de dessiner sur tablette graphique et du coup là je me remets plus sur du dessin traduit. Mhm. Donc voilà. Et toi, Et Charlotte? moi, je voulais faire une grosse pause et j'ai très mal vécu le début de confinement, donc j'ai recommencé à bosser. Ah, Mais du coup, j'ai contacté TED pour leur faire une vidéo, donc c'est cool parce que je fais ça jusqu'au mois de juin là. On m'a contacté pour développer un projet de série, mais il n'y a pas vraiment de calendrier, donc c'est vraiment juste au tout début. Parce que c'est vrai que moi j'ai vachement, enfin moi je viens vraiment plutôt du monde de la série et je suis une grosse consommatrice de séries et j'adore faire ça. Donc c'est un peu un truc que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à côté j'aimerais bien essayer de développer un film d'anime un peu jeunesse, mais que justement un peu comme ce que disait Nolwenn tout à l'heure, de peut-être passer par du pré-deck ou du board, de faire un truc où l'air de rien c'est comme ça que je dessine le plus vite et de Ouais. passer par ça. Mais c'est un peu bizarre aussi en ce moment, je t'avoue que créativement parlant, enfin je sais pas toi, mais moi c'est pas Bah, propice. Parce que c'est pas une vraie pause, c'est pas des vraies vacances. c'est pas des vraies vacances et puis je pense que ça dépend pour des gens, mais moi par exemple le fait d'être enfermée, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement dispersé et j'adore Mm. sortir et je sais pas pour vous d'ailleurs, il y a des phases où je pourrais sortir indéfiniment sans avoir à travailler vraiment. Le fait d'être confiné un moment et pas 2 mois quand même, ça me permet quand même de me focaliser sur mes projets, de rester assise et de faire des choses. Mais mais là non, comme vous, enfin si c'est le cas pour toi, Maë, je sature quoi. Effectivement. Au bout d'un moment, Ouais. ça veut plus sortir quoi. Mm. Ah Il y a Oh, Noël on a perdu Nolwenn. Ah non. non. Vous me Un recevez? bouquin qui nous conseille. Oui. Pose l'éclair à Star Command, vous me recevez? Ah, je suis désolée. En fait, comme je disais tout à l'heure, mon internet, c'est mon téléphone, et là, il avait plus de batterie. Oui, Ça c'est fait, ce que je 2 heures et pensais, demie. ouais. Ouais, du coup, là, je l'ai branché, mais je l'ai branché avec le truc de mon ordinateur. Donc, si mon ordinateur n'a plus de batterie, Aïe ça aïe. va mal se passer. Mais tout va bien, tout va bien. De quoi vous parliez? Bah on Euh. attend ton secret. Oui. Ton secret de la réussite où t'as été coupé. Vous avez continué, du coup, vous avez fait un cadavreski. On a fait il faut essayer. Il Ouais. faut essayer. D'ailleurs, Être gentil avec soi-même. Ah, j'aurais oui, besoin d'un crayon, Charlotte. Attends, t'es quel côté? Ah non mais merde. Attends, Comment- tu- ça Sur dépend, votre ça dépend. bras, en direction de votre on bouche. avait envie de faire un truc genre interactif média transfutur. Donc je passe le crayon à Nolwenn, qui le passe à Maï, qui le passe à... En fait, ça dépend si on est en mode plein écran ou pas. Je sais pas où je suis. Heureusement que vous êtes là. Non, mais du coup, le secret de la réussite. Donc, le secret de la réussite, c'est. Du coup, de quoi on parlait en fait? Les conseils pour. T'as eu des conseils de ton dire prod? Ah oui, c'est vrai. Mon dear Prod, il m'avait dit un truc quand on était arrivé à un certain point et que je voyais tout le taf qu'on avait fait, mais tout le taf qu'on avait encore à faire, en fait, c'était vraiment...
je regardais devant dans le futur et je me disais, mais on n'en sortira jamais de ce film, on finira jamais, c'est pas possible. Et puis, il y avait encore tellement d'incertitudes. Il nous manquait des gens, il nous manquait de l'argent, il nous manquait du temps. Enfin, on avait certaines crises. Et là, mon directeur de prod, il a dit, mais tu sais, les courts-métrages, faire un film, c'est un peu l'inverse de quand tu fais de l'escalade, par exemple. Quand tu fais de l'escalade, on te dit, regarde pas en bas et continue à regarder en haut. Et en fait, il m'a dit, bah là, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas pas penser à ce qui va t'attendre après. Ça, c'est mon boulot de gérer le planning, etc. Regarde tout ce que tu fais déjà. Et c'est un truc de fou parce que de là où on est parti, arriver là, c'était quand même incroyable. Et du coup, il m'avait donné ce conseil-là et je trouvais ça pas mal. C'est aussi de pas oublier que malgré les difficultés, on arrive à avancer et ça fait du bien de se rendre compte qu'on arrive à un point quand même où on avance, quoi. C'est clair. Voilà, le secret. Ça valait le coup d'attendre ou pas? Ouais. C'est quand même beau quand même, oui. Il avait bien raison. Et Et oui, donc Et du coup- j'ai posé la question justement à Maï et Charlotte ce qu'elles Ah oui, désiraient voilà. faire maintenant. Donc, ouais, du coup, qu'est-ce que vous allez faire après tout ça? Oh, on a déjà répondu. Mais c'est bien de le redire. qu'est-ce que toi tu veux faire, Nolwenn, Il maintenant? faudra le C'est ton regarder tour. dans l'épisode. Je regarderai la rediff. Mince, maintenant je suis trop teasée. Mais toi, tu vas faire quoi du coup? Parce que là, Ouais. toi, t'es entre deux en fait aussi. Ouais, Ouais. moi donc après avoir fait Sam, le rêve de Sam, là je me disais je ferai plus jamais de film, c'est fini. Mais bon, malgré tout, ça commence à revenir. J'ai encore des envies maintenant j'ai cette histoire qui reste là et que j'ai envie de faire, et puis et d'autres projets à côté. Donc là, je bosse en freelance. Et dans mon projet d'avenir, alors en fait, c'est compliqué parce que je suis en train de faire un visa pour aller bosser aux États-Unis après un entretien en juillet dernier. Donc ça fait déjà juillet-août, je sais plus, mais ça fait bien 6-7 mois déjà qu'on a eu cet entretien avec Disney. Puis ils m'ont proposé un job, mais il y a eu des problèmes avec l'offre de visa, et du coup j'ai commencé un visa seulement en décembre, et le visa ça prend longtemps. Là il y a la crise du virus, donc ça prend encore plus de temps. Donc en attendant ce visa, je continue des petits projets à côté. Donc je fais des illustrations pour un livre en ce moment. J'ai terminé. La semaine prochaine, donc lundi, je reprends un job de storyboarder en freelance. Et voilà, pour l'instant, je vivote avec des petits projets à droite à gauche, tout en essayant de construire ce projet qui peut-être verra le jour ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est ça, voilà. Je ne sais pas trop encore ce que ça va devenir. Eh bien, Ok. de toute Voilà, façon, voilà. on se donne du courage pour le Ouais, on se futur. donne du courage. Mais Et, c'est dur la création, c'est dur. C'est dur, et j'avais mais trop il y a envie de du bon, partager un quand truc. même. Ouais. J'avais envie de Ouais. partager une phrase que m'avait dit aussi mon compositeur, celui qui a fait la musique de Sam, parce que il y a eu plein de monde pendant la production de mon court-métrage où je me suis confiée et qui m'ont aidée, soit psychologiquement, ils m'ont aidée à avoir des choses, ou alors juste aller boire des coups, c'était cool aussi. Et là, mon compositeur, il voyait que des fois j'étais en panique, que j'allais pas bien, et il a vraiment été là pour moi. Il a vraiment essayé de me rassurer sur plein de trucs, et ça, je lui en suis vraiment très reconnaissante. Et il m'avait dit un truc que j'avais bien aimé, c'était, en gros, il avait dit, un film, c'est un problème. Et c'est complètement irrationnel de vouloir gérer ça, mais heureusement qu'il y a quand même des gens irrationnels. Parce que du coup, on a des films. Et j'avais trouvé ça cool parce que c'est vrai, en fait, c'est fou de vouloir prendre toutes ces responsabilités et de continuer, quoi. Mais heureusement qu'il y a quand même des gens qui le font, et heureusement qu'il y a des gens un peu fous, quoi. Des gens timbrés qui acceptent de faire ça. Voilà. Je trouve Bon, c'est beau. sur ces beaux mots, on va Sur ces clôturer, belles paroles. sur ces belles paroles, on va pouvoir clôturer le podcast, du coup. Mm. Est-ce que vous avez Ok. d'autres... je demande ça, mais parce que ils le font sur le podcast d'Hyperlink et je trouve ça super intéressant. Mais est-ce que vous avez des recommandations au chat, justement? Est-ce que vous avez eu un crush sur une œuvre, une musique, un film que vous avez vu Récemment? récemment? Bah, C'est toujours quand on pose la question qu'on se souvient pas, en fait.
Tu vois En un fait, truc, c'est tu une- dis ça, c'était trop bien, et je vais en parler. Mais non, en fait, je me souviens pas comme quand on te demande c'est quoi tes films favoris. C'est quoi Non, mais tes surtout, films tu te dis que tu dois te dire un truc un peu cool ou intelligent. Vous êtes pas C'est pour obligés, l'avoir hein. demandé à des candidats au Gobelin, il y en a qui ont osé nous dire que le dernier truc qu'ils ont vu, c'est Avengers, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, et c'est Bah très oui, bien. écoute. Bah, voilà. Moi, Mais j'aime c'est bien juste que là, Avengers. j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu. Je sais pas, je réfléchis. Moi, j'ai vu Mandalorian, mais j'étais déçue. Ah, Baby Ça veut Yoda, dire est-ce que quoi tu le regardais pour Baby Yoda ou Bah, je crois que j'étais surtout amoureuse de Baby Yoda, mais le Ouais, reste, voilà. c'était genre un peu naze. Enfin, Ouais, désolé moi, pour les j'avoue, fans, j'ai un mais... peu ça, bah non, bah du coup, comme je disais tout à l'heure au début du chat, j'ai revu Les 100 Royales Dalmatiens et j'ai trouvé ça trop cool. Ah, Je me ouais. suis dit, c'est vraiment un super beau film, en fait, assez bien raconté. L'histoire était assez chouette et les dessins très beaux. Et j'étais assez étonnée, en fait, du fait que ça soit très, très désaturé pour l'animation, enfin, pour les enfants, quoi. Et je trouve ça m'a jamais trop dérangé, en fait, quand j'étais enfant. Et je me disais, c'est bizarre, en fait, que maintenant, en fait, on a besoin que tout soit hyper coloré, flashy. Enfin, pour du contenu pour les enfants, c'est juste. Enfin, je me posais la question, est-ce que ça a vraiment quelque chose, un impact ou pas sur les enfants La Je sais couleur pas trop. Ouais, c'est ça, la couleur. Enfin, moi, en fait, je n'ai pas le souvenir que ça m'avait dérangé. les Non, moi couleurs. non plus. Moi, ça m'avait pas J'avais du bien tout aimé. dérangé, mais je crois que c'est encore une fois une idée qu'on se donne des enfants, parce que moi aussi je tombe un peu dans le piège quand je vais acheter par exemple des livres d'illustration pour mon neveu. En général, je prends des livres extrêmement colorés, et mon frère un jour m'a demandé d'acheter le livre La famille souris, qui est justement trop bien. Ah, j'adore. C'est trop bien. mais c'est désaturé. Il y a de la couleur, mais c'est pas comme saturé comme on l'entend pour les livres pour enfants. Et mon neveu aujourd'hui, bah, il adore. En fait, il préfère même Ouais. ce livre-là au reste. Ah, mais c'est super, la famille. Moi, je l'ai offert à Marion, tu vois. Ah, voilà. Mais alors, du coup Ouais, elle a kiffé. Moi, je lisais sa petite. Et moi Du coup, aussi. j'ai réfléchi pour un truc récemment. En fait, en ce moment, je regarde pas mal de séries, ou alors je lis des trucs un peu informatifs, donc c'est pas non plus hyper intéressant. J'ai adoré, on est en train de regarder la série Afterlife de Ricky Gervais sur Netflix, Ah ouais. Ah, ouais. et qui est hyper bien. C'est sombre, hein. En fait, c'est Ah un ouais, mec qui a c'est pas perdu trop sa... déprimant. Je sais pas, si, quand même. Ah. En fait, je trouve que ce qui est super, c'est que c'est un truc où ça parle de la dépression, en fait, dans un truc où... la vraie dépression, quoi, parce que c'est un homme qui perd sa femme, dont il était fou amoureux, mais c'est un mec hyper... c'est un peu le personnage de Ricky Gervais, quoi. C'est hyper ironique, hyper cynique et tout. Et c'est un peu ce truc de... Des fois, c'est un peu happy ending, des fois, mais en fait, il y a des trucs hyper bien dans les relations avec les personnages, de pas essayer de rentrer dans un moule, et de pas essayer d'aller mieux. En fait, il y a un peu un truc de lui, ce qui le fait tenir, c'est un peu l'idée de survivre chaque jour, et au bout d'un moment, ça va mieux. Et je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est juste que moi, dans mon entourage ou autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans la dépression très tard, tu vois. Genre à 50, 60 ans, et que ça tombe un peu sur la gueule d'un coup, et que c'est un truc dont on parle pas trop. Et c'est marrant parce que je regarde aussi Please Like Me, qui est un peu là-dessus. Ah Donc, oui, je sais pas, je pense que du coup, j'aime bien. Netflix me propose tous les trucs de dépressifs. Ce qui est pas facile, du coup, c'est pour ça que je regarde Gumball à côté. Ah. Mais en fait, je trouve que... Vraiment, ça équilibre, quoi. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que c'est deux séries qui sont écrites et jouées par les auteurs. Donc, Please Ah. Like Me, c'est un mec hyper jeune australien. si je Ouais, me j'avais trompe commencé à regarder, c'était très drôle. pas. Ouais, et en même temps, moi, je trouve qu'il y a des personnages secondaires hyper bien, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs... et un peu trash, tu vois. Enfin, un peu trash, un peu cru. Et je trouve qu'il y a des trucs hyper cool sur les relations entre les gens auxquels tu t'attends pas du tout, quoi. Et Afterlife, ouais, c'est cool. C'est dur. Moi, il y a juste un épisode qui m'a un peu... C'est quoi une saison, Afterlife. non C'est quoi Yeah. une saison, non Alors, Afterlife vient de mettre la saison 2, juste quand Ah oui, c'est pour ça. donc D'accord, il y a trop j'avais vu la Mais... saison 1, en fait, il y a Ouais, super c'est pas bien quand même, hein. C'est pas... Ouais. Ok. Mais je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est un humour très anglais qui est hyper bien, quoi. Je sais pas comment ils arrivent de parler de trucs aussi tristes et que t'arrives à rigoler quand même. Enfin, je sais pas, c'est un... Ah bah, Ricky Je suis assez Gervais, admirative. c'est un peu un génie là-dedans. Ouais, et qu'en effet, c'est pas des sujets qu'on traite. Ou alors de manière un peu romantique, tu vois, la dépression. Genre, ah, je suis déprimée, je suis pas bien. Un peu, putain, la vraie dépression, t'es juste en état de sidération. Et bah, pour certains, c'est ça, quoi. Et je trouve que ça traite vachement bien ça, en fait. Ouais, Voilà. Donc en confinement, c'est cool, hein. Ah, en Bonne confinement, année. Mais c'est On joue marrant. à Animal Crossing aussi, c'est ma grosse découverte en ce moment.
Animal Crossing, ouais, j'ai plein de potes qui y jouent et qui sont complètement accros à ça, quoi. Ça leur permet de sortir un peu. Mais c'est l'ASMR parce qu'il y a du vent dans les feuilles, tu vois. Ah ouais. Ah, d'accord, c'est pour ça. Parce que moi, le seul truc où je pourrais aller à 100 km de chez moi, c'est à Dunkerque, alors donc je prévois mon post-confinement de manière assez difficile. Et toi, Nolwenn, t'as des recommandations ou pas? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas, en fait, je me rends compte que... Le documentaire japonais de Steven Spielberg. Non, mais je me rends compte que depuis le début du confinement, j'ai vu aucun film. J'ai regardé des séries, mais... Ah si, j'ai découvert un truc cool. Mais je sais pas si ça va parler aux gens, mais c'est juste que je me suis inscrite sur Disney+. Et j'ai découvert les Muppets, la série qu'ils ont fait des Muppets, où en fait c'est tourné comme si c'était The Office. Je sais pas si vous êtes familier avec The Office, si tu connais Ricky Gervais. Ouais. En fait, c'est les Muppets qui du coup ils font leur show, les Muppet Show, et donc t'as Kermit qui est le producteur et c'est l'ex de Peggy. Et du coup il y a une petite rivalité entre les deux et c'est tellement drôle. Il y a des passages qui me font vraiment c'est un peu dans le genre The Office. Et t'as des passages tellement cocasses parce que c'est des marionnettes. Genre, c'est trop bien. Et puis, tu vois tellement le truc où tu vois la main à l'intérieur de Kermit bouger, quoi. Et t'as Peggy, quand elle bouge, ça fait comme ça. Tu sais, c'est les Muppets. Du coup, c'est tellement cool. Et moi, quand je dois me détendre, je regarde ça parce que c'est pas important. C'est pas un truc où tu vas mettre ton cœur dedans et tu vas attendre le prochain épisode, etc. Mais c'est un truc qui va vraiment juste un épisode de temps en temps, et après tu rigoles, et les personnages, tu les connais un peu, enfin si tu connaissais le show quand t'étais petit, et en fait, je sais pas, ça me détend trop en ce moment, j'aime bien, donc il y a ça. Et puis je crois que c'est tout, les autres trucs, c'est des trucs que j'avais déjà vus il y a longtemps, que je regarde de temps en temps. Mais, oui, il faut se faire plaisir aussi. Il faut se faire plaisir, ouais. Les Muppets, j'étais effrayée de cette série-là quand j'étais gamine, mais parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est comme... je sais pas, ça passait, il y avait des extraits qui passaient à la fin des VHS de films Disney. Ouais. Et il y en avait un, c'était dans la cassette de La Belle et la Bête. Et je savais pas pourquoi, mais j'avais des sueurs froides à la fin du film dès qu'il passait les extraits des Muppets. J'étais là genre, mon Dieu, ça me fait peur. Et du coup, Sandrine, toi, tu nous as pas dit ce que tu regardes en ce moment. Ouais, c'est quoi en ce moment? En fait, le truc, c'est que quand je parle de recommandations, c'est vraiment de tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de parler de films. Et par exemple, en ce moment, comme c'est le moment du confinement, il y a une chose que j'adore particulièrement, c'est que comme en ce moment, j'apprends le hip-hop, t'as énormément de danseurs américains qui donnent des cours en ligne. Et qui donnent leurs meilleures danses en tuto et qui sont en ligne. Et ça, je le recommande à tous. Alors là, en ce moment, j'essaie d'apprendre... c'est des Vietnamiennes danseuses de hip-hop qui ont fait un succès sur Doja Cat Say So. Et là, en ce moment, je suis en train de l'apprendre. Donc, si vous voulez apprendre cette danse, elle est sur YouTube, c'est gratuit, allez-y. Sandrine, on va tous l'apprendre. Est-ce qu'à la fin du confinement, ça va être en mode comédie musicale, tu vas sortir dehors et tu seras une blesse du hip-hop? Exact. Attention. Franchement, il y a des moments où pendant le confinement, j'étais là genre, je reprendrais bien de la guitare et j'apprendrais bien à chanter encore. Et, et là, c'est... Allez, hop. Clair, on va se mettre au pipeau et à la flûte. Et après, on monte une fanfare, la fanfare déconfinée. Mais franchement, allons-y, quoi. Qu'est-ce qu'on attend? C'est Jonathan. Non, c'était quoi ce truc? Jonathan. C'est Snoop Dogg. Ah oui, qu'est-ce qui attend? Parce que t'as confondu qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Et qui attend, ouais, voilà, c'est Jonathan. C'est tard, hein. En vrai, attends juste parce que s'il y a des gens qui regardent pas ça en direct, il est 1h du matin. Il est 1h du matin. C'est l'heure des blagues de Charlotte, vas-y. Oui. non, justement, c'est l'heure d'arrêter là. Okay, c'est l'heure d'arrêter. Avant la casse. En tout cas, je vous remercie à toutes d'être passées sur la chaîne et d'avoir pu justement partager vos expériences, Nolwenn. Cool, toujours. Et, merci. Et j'espère que ça a été enrichissant et intéressant voilà, d'avoir cette discussion ensemble. Ouais, c'était cool. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Oui. Merci. Merci. Merci, c'était trop cool. On a lancé plein de questions, on attend que les gens nous y répondent sur la création et tout. Si quelqu'un a le secret. Quel est le secret de la créa? Qui nous le dise.
Oh là là. En tout cas, je remercie à toutes les personnes du chat de nous avoir suivis jusqu'ici et j'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, ça a été très intéressant. Et Ouais. j'espère que ça vous aura donné l'envie de devenir réel. Au moins, vous connaissez les conséquences, voilà, c'est ça le truc. Voilà. Mais faites Les des films conséquences. quand même, c'est cool. Faites des Ouais, films quand même, faut c'est faire des cool. films, ouais. C'est dur, mais c'est cool. Ouais. Bon, allez, je vous souhaite à tous Salut. bonne nuit et Bonne nuit. dormez bien. Au revoir. À la Salut. prochaine. À la prochaine.